Et si votre âme appartenait à une grande famille? Une famille invisible, mais bien réelle. Une famille d'âme avec ses qualités profondes, ses blessures, ses élans et sa mission. Comprendre pourquoi vous fonctionnez ainsi, pourquoi certains chemins vous nourrissent et d'autres vous épuisent, pourquoi certaines relations résonnent comme une évidence et d'autres comme un combat. Notre invité, Bruno Sbill, auteur et formateur, nous convie aujourd'hui à retrouver notre juste place. Notre lumière intérieure, notre essence oubliée. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous recevons un auteur, formateur et explorateur des mondes subtils pour plonger ensemble au cœur d'un savoir quasi oublié, celui des familles d'âmes. Chaque âme aurait ses propres blessures, ses dons uniques, ses missions de vie et un rôle profond à jouer dans l'évolution du monde. Lors de cette rencontre, nous parlerons de nos blessures originelles, de nos talents cachés, de notre rapport à l'amour, au travail, à la spiritualité, et nous répondrons surtout à une grande question: comment retrouver sa vraie place au sein de ce gigantesque puzzle cosmique qu'est la vie? Bruno Sbill, bonjour. Bonjour Rudy, et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Fidèle au poste et à l'affût, elle maîtrise déjà le sujet, mais vient l'approfondir bien volontiers avec nous. Tamara, bonjour. Salut Rudy, salut Bruno. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est croustillant, c'est crispy, on aime ça. En tout cas, moi j'aime bien. On va parler des âmes, on va parler des familles, on va parler du vivre ensemble. Je suis vraiment ravie de te recevoir Bruno, merci beaucoup. On peut préciser 2-3 choses en amont. Oui, on peut préciser 2-3 choses. C'est-à-dire que c'est une émission, comme on vous l'a dit, on est en train de tester un partenariat avec Guy Trédaniel, qui a fait preuve d'énormément de générosité. Donc, à nouveau, on vous invite à nous suivre jusqu'au bout de l'émission pour découvrir les cadeaux qui sont affiliés avec cette émission. Et on a eu la chance de pouvoir parcourir, de pouvoir vivre la formation sur les familles d'âmes qui est proposée par Bruno. On vous en reparlera un petit peu plus dans l'émission, bien sûr. Alors, Bruno, comment as-tu découvert le concept des familles d'âmes et qu'est-ce qui t'a motivé à l'approfondir? Alors, moi, très jeune, j'ai toujours été intéressé par la spiritualité. Je me posais des questions philosophiques, tu vois, pourquoi on est là? Je me disais, mais il doit avoir quelque chose d'autre. C'est pas possible qu'on ait juste des mammifères. Mais comme tu t'imagines, parler de ça à l'école ou avec les copains, c'était un peu compliqué. Et la seule spiritualité à l'époque qu'on m'offrait, c'était la religion. Et je trouvais ça un peu trop dogmatique. Donc, j'ai assez vite mis une cloche, en fait, sur cette spiritualité, sur ces choses qui m'animaient. Et c'est bien des années plus tard, je crois que je devais avoir vers 28 ans, où contre toute attente, j'étais informaticien. Et après quelques années dans le monde professionnel où j'avais été très déçu, j'avais eu la chance de trouver une super société informatique où le directeur était très ouvert sur plein de choses, notamment sur la psychologie, le développement personnel. Bon, à l'époque, le développement personnel n'avait pas encore tous les travers qu'on peut connaître maintenant, mais en tout cas, voilà, il y a plein de gens qui s'y intéressent et c'est très bien. Et on pouvait, en plus de notre travail, faire des séminaires liés à la psychologie, parfois même pour apprendre à mieux te connaître. Donc, c'était pas uniquement des choses liées à notre métier de l'informatique. Et un jour, j'ai entendu tout le monde dans les couloirs, tout excité, en train de parler les familles d'âmes, les familles d'âmes. Ils revenaient d'un séminaire sur les familles d'âmes et je me suis dit, OK, je sens que ça, il faut que je le teste, même si à l'époque, j'étais quand même très, très cartésien et que ça me paraissait un peu bizarre. Mais par contre, l'enthousiasme des gens était réel. Donc, j'ai quelque part... peut-être pour la première fois ressenti la vibration de mon âme en disant là il faut que j'y aille. Donc j'ai eu la chance de faire ce séminaire tout un week-end avec ma compagne et un de mes meilleurs amis. C'est vraiment cette découverte qui a changé ma vie, qui m'a reconnecté à ma spiritualité, qui m'a aidé à assumer que j'aimais bien la spiritualité. Et suite à ça, ça a changé plein de choses dans ma vie. Quand on regarde ça avec un regard néophyte, on se dit bon, on a une famille biologique
avec laquelle on peut avoir plus ou moins d'affinité, plus ou moins d'atomes crochus, et on a une famille d'âmes. On vient s'incarner avec des personnes qu'on va rencontrer au fur et à mesure de notre vie et qui vont interagir avec nous et avec lesquelles on va ressentir un lien, une connexion assez forte et avec lesquelles on va surmonter des épreuves. Est-ce que cette grille de lecture basique, classique, qu'on a tous dans le milieu de la spiritualité est valide ? Oui, donc tu parles de famille biologique. Moi, parfois, je parle de famille terrestre quand on explique expliquer que famille d'âme, c'est différent de tes parents, tes frères et sœurs, etc. Même si les membres de la famille, on peut être parfois de la même famille d'âme. Et c'est vrai qu'on parle souvent des familles d'âme avec des gens qui viennent t'accompagner. Donc, je suis d'accord avec ta définition. Et j'ajouterais une catégorie ou une facette supplémentaire. C'est que pour moi, on reste en lien avec notre famille d'âme. C'est-à-dire qu'il y a des âmes là-haut, qu'on les appelle anges gardiens, guides ou membres de notre famille d'âme, peu importe, qui sont là pour nous aider, pour nous envoyer des messages. Alors, parfois, ça capte pas bien, le message n'est pas toujours clair, hein, donc c'est à nous de tester. Mais on a vraiment, selon moi, tout un tas de ressources dans le monde de l'invisible qui ne demandent qu'à nous aider, et finalement, à nous ou pas d'y faire appel. Alors justement, on va essayer encore de rentrer un petit peu plus dans les précisions. Est-ce que la famille d'âme, ça correspond à la famille céleste? Parce que assez rapidement sur la formation, on comprend qu'on a une famille d'âme par incarnation. Là déjà, première question, ça veut dire que sur une autre incarnation, j'ai une autre famille? Voilà. Donc le principe du modèle de famille d'âme, c'est que dans cette incarnation, on a une seule famille pour toute cette incarnation, mais d'une incarnation à l'autre, on peut effectivement changer de famille d'âme. Ah oui. Et c'est un modèle qui est somme toute assez compliqué. Alors, d'emblée, on voit ça comme un modèle très structuré. On a derrière toi, pour ceux qui nous visionnent sur YouTube, désolé pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, une sorte de tableau avec des indications sur lesquelles on va revenir au fur et à mesure. On va y aller tout doucement, puisqu'effectivement, on parle de bâtisseurs, on parle d'artisans de la paix, on parle de visionnaires. Il y a différents noms de famille, effectivement. Et toutes ces notions, on va prendre le temps de les décortiquer. On va aussi, bien entendu, rappeler que tu as écrit plusieurs ouvrages à la découverte des familles d'âmes, comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, aux éditions Exergue, et le dernier, qui est paru en 2025, Ma famille d'âmes pour guide, passeur, visionnaire, artisan de la paix, bâtisseur ou sage, devenez qui vous êtes vraiment. Donc ces ouvrages-là, pareil, feront peut-être partie des cadeaux qu'on vous offrira en fin d'émission. Peut-être. Mal à tenir sa langue. J'ai du mal. Est-ce que vous avez remarqué, les éditeurs, à quel point il est tellement content d'offrir des trucs qu'il a Non, du mal mais l'objectif sera pour vous de rester jusqu'à la fin, sinon vous n'aurez pas le droit au cadeau. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer les origines de ce modèle assez complexe et comment il a été enrichi au fil du temps? Le modèle, il a été créé par une Canadienne qui s'appelle Diane Leblanc, qui s'est basée principalement sur deux choses. Elle a channelisé, donc elle s'est connectée lors de méditation, elle a reçu des messages de ses guides. Elle a aussi synthétisé toute une série d'enseignements qu'elle avait reçus en lisant des livres, en suivant des formations, etc. Alors c'est vrai ça pourrait paraître complexe, le modèle des familles d'âmes, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est ce dont on va parler. Mais moi, à l'époque où je l'ai découvert, c'est ça qui a attiré mon attention, c'est qu'en fait, c'est en lien avec plein de choses, notamment certaines qui sont validées par la psychologie contemporaine, comme nos blessures, qu'on peut travailler en thérapie, comme le triangle dramatique, comme le livre La prophétie des Andes, comme Ho'oponopono, comme la loi de l'attraction. Donc moi, étant plutôt cartésien à l'époque, c'est un peu ça comme je connaissais le triangle dramatique et certains de ces outils, je me suis dit, ok, il y a quand même le mot âme, ça peut faire peur, mais ça a quand même l'air ancré, ça a l'air concret. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est vraiment, que moi j'adore, parce que on peut utiliser le modèle de famille d'âme pour son éveil personnel, pour son éveil spirituel, pour mieux se connaître. Mais ça peut être aussi utile en couple, pour comprendre ses enfants, pour une directrice d'entreprise ou pour un directeur d'école, pour mieux communiquer au sein de l'équipe. D'où le côté complexe, mais aussi le côté très riche du modèle. Et donc, le principe du modèle, en fait, il y a 5 familles d'âmes: les bâtisseurs, les artisans de la paix, les visionnaires, les passeurs et les sages, qui ne sont pas représentés sur le paperboard derrière moi. On pourrait dire que ces 5 familles d'âmes, si on voulait simplifier à l'extrême, c'est un peu comme s'il y avait 5 types de personnalités. Tous les auditeurs, nous ici autour des micros, on est soit bâtisseurs, artisans de la paix, visionnaires, passeurs ou sages. Donc on a une seule famille. On verra tout à l'heure qu'on parle aussi de différentes dimensions. Et pour ceux qui auront reconnu, ici au milieu, ce sont les chakras, donc ces centres énergétiques. Avant d'aller un petit peu plus loin, c'est une question que je voulais vraiment quand même te poser, puisque moi sur mon parcours, j'ai découvert les familles d'âmes
par Marie-Lise Labonté qu'on a reçue sur la chaîne. Alors, bien sûr qu'il y a des similitudes, évidemment. Qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt ce modèle-là? Alors, c'est l'univers qui m'a mis sur la route, Diane Leblanc. J'ai suivi ce séminaire, hein, comme j'ai expliqué pendant un week-end. Donc, Diane Leblanc, elle, son livre fondateur, on va dire, ça s'appelle Bienvenue dans la 5e dimension, où paradoxalement, elle parle assez peu des familles d'âme. Il y a qu'un chapitre sur le sujet, ce qui a été d'ailleurs ma motivation des années plus tard pour écrire sur le sujet, parce que je l'avais un peu harcelée en disant faut que tu écrives plus de livres, faut que tu écrives plus de livres. Mais elle en a écrit, mais sur d'autres sujets. Et en cherchant de la documentation sur les familles d'âme, donc il y a 15 ou 17 ans, il y avait peu d'infos sur le sujet, je suis tombé sur un livre de Marie-Lise Labonté qui s'appelle Les familles d'âme. Alors, si je dois être honnête, je l'ai pas lu, ce livre-là, mais je sais qu'il y a un modèle qui s'appelle aussi Les familles d'âme. Je pense que chez Marie-Lise Labonté, il y a 12 ou 13 noms de familles d'âme. Je crois qu'il y a les passeurs qui se retrouvent. Il y a aussi les mécaniciens, les guérisseurs. Je crois qu'il y a quelque chose avec les elfes. Enfin voilà, c'est des noms un peu différents. Je pense que sur la philosophie, Diane Leblanc et Marie-Lise Labonté se rejoignent, mais je suis pas du tout un expert du modèle de Marie-Lise Labonté. On a d'autres modèles aussi qui se profilent. On a le human design, le design humain qui parle aussi de projecteurs. Mais c'est là c'est hyper intéressant parce que avec cette approche-là, et je voulais t'en remercier pour ça, Bruno, ça nous permet de simplifier. Et puisque tu commençais à dire, Rudy, aussi à faire cette passerelle, à faire ce pont. Et là, du coup, on voit qu'avec ce modèle, on va y aller plus en détail, j'espère, dans l'émission, mais on peut faire des ponts, des liens, des ramifications avec l'énéagramme, avec l'MBTI, avec énormément d'outils, comme tu le disais, Bruno, en développement personnel. Ma vision à moi, après avoir suivi ta formation, c'est que ça chapeaute un petit peu tout ça et que de là, on va pouvoir, vraiment décliner des ramifications connues ou inconnues, comme tu le disais, le triangle de Karpman ou autre. Là, ça nous permet d'avoir quelque chose que tout le monde peut appréhender de façon simple, sans avoir passé des années et des années dans le développement personnel ou dans la spiritualité. Donc, c'est vrai que je voulais te poser cette question, mais ça nous permet de poser des bases de, voilà, OK, le modèle, il vient pas en contradiction avec les travaux effectués par Marie-Lise Labonté. Il vient proposer un modèle, je dirais, simplifié, qui est peut-être plus facile à appréhender et surtout à décliner avec tous les autres outils qu'on connaît déjà. Et c'est en ça que j'ai l'impression de m'être fourvoyé, parce que comme beaucoup de personnes, je pensais initialement à un groupe d'âmes qui s'incarnaient ensemble. Pour moi, c'était ça, les familles d'âmes. Alors, qu'on a plus à faire à des catégories de personnalités. Oui, au-delà de la personnalité, arrête-moi si je me trompe, Bruno, de ce que je comprends, c'est une fréquence, un fragment que l'âme vient expérimenter. Donc, c'est sur le plan au-dessus, c'est des familles d'adoption, puisqu'on peut changer de famille pour chaque incarnation. Donc, on va épouser une famille, donc une fréquence, avec tout le lot d'expériences à la disposition pour l'âme, à ne pas confondre du coup avec l'appellation famille, où nous, on met vraiment le côté papa, maman, c'est les miens, quoi. Oui, c'est ça que j'aime bien, ce que Rudy disait entre famille biologique ou famille terrestre, parce que c'est vrai que dès que tu dis famille, voilà, c'est connoté. Par rapport à ce que vous dites là, j'ai envie de dire, vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire que, oui, ce que tu dis, Tamara, je suis tout à fait d'accord, mais je te rejoins aussi, Rudy. Oui, on s'incarne avec un groupe d'âmes. Moi, par exemple, je suis de la famille d'âmes des passeurs. Mon livre, le premier livre, comme vous avez peut-être vu, on l'a coécrit à 2 personnes. Moi, je l'ai coécrit avec Dominique Dethière, qui est de la famille d'âmes des passeuses. Et quelque part, on s'est retrouvés entre même famille d'âmes pour démarrer un gros projet qui est quand même écrire un livre, alors qu'on n'était pas du tout écrivain ou auteur à la base. Et donc, oui, dans ta vie, je pense qu'on a tous reconnu ça. Il y a parfois des gens qu'on croise et on sent que ça matche tout de suite, presque sans se parler. Et puis, il y a des gens, même si on parle tous les deux français, on a l'impression que vous voulez faire un compliment à la personne et l'autre le prend comme une agression et on se dit « Oh là là, ça va être compliqué ». Ou parfois, on croise quelqu'un dans le train, dans un festival. On croise quelqu'un et après 10 minutes, on peut avoir des conversations plus profondes qu'avec un ami qu'on a depuis 30 ans et on sait qu'il y a certains sujets qu'il vaut mieux pas aborder. Et donc, je pense que quand ça se passe, c'est qu'on croise quelqu'un qui est de notre famille d'âme. Oui, parce qu'on peut avoir aussi des interactions négatives. Bien sûr, même avec quelqu'un de la même famille d'âme, parce que un passeur qui serait connecté donc par défaut, on va dire, au monde de la spiritualité. Évidemment, il n'y a aucune hiérarchie dans les familles d'âme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille d'âme, et aucune n'est préférable à une autre, et aucune n'est genrée non plus. Mais imaginons un passeur qui est pas du tout aligné, qui est pas du tout sur sa voie,
il pourrait être complètement fermé à la spiritualité et être très ironique et vous casser complètement dès que vous amenez un peu une histoire, des questions spirituelles ou philosophiques, quoi. Donc oui, ça peut friter, ça peut évidemment friter. Eh ben, on va entrer dans le vif du sujet et décortiquer, commencer à analyser chacune de ces familles, sans trop entrer dans les détails encore une fois, puisque tout le contenu est bien entendu disponible dans tes ouvrages et dans la formation qu'on présentera par la suite, mais on est quand même curieux. Alors, les passeurs en premier lieu, puisqu'ils sont tout en haut, derrière toi, qui sont-ils ? Il y a un point qui est important, c'est ce qu'on appelle les 4 corps ou les 4 dimensions. Donc, il y a la dimension spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. Quelle que soit notre famille d'âme, toutes ces dimensions sont importantes. Par exemple, si moi je suis passeur, un de mes challenges, ça va être d'être bien ancré. Faut pas que je sois perché, que je raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, les passeurs, leur plus grande force, les messages que la vie vont leur envoyer, c'est via le monde spirituel. Donc les passeurs, c'est souvent des gens qui ont une conscience sociale, un enthousiasme, qui vont avoir des dons spirituels. Et c'est pas nécessairement, il y en a, mais c'est pas nécessairement des médiums ou des gens qui sont dans l'ésotérisme. Ça peut être le professeur qu'on voit dans le film Le Cercle des Poètes Disparus. Pour moi, c'est un passeur parce qu'il essaye d'éveiller la conscience de ses élèves, ce qui lui pose d'ailleurs problème parce qu'il est justement dans un environnement plutôt fermé, rigide, où on dit non, mais ici c'est la tradition, ils réfléchiront plus tard. Donc les passeurs, souvent, ils sont là pour aider à éveiller les consciences et ils ont souvent une occupation qui est de passer à un état à un autre, d'accompagner un passage. Ça peut être des infirmières qui aident les gens en fin de vie. Ça peut être un éducateur de rue qui va aider des jeunes hommes à devenir de jeunes adultes. On retrouve la définition de Valérie Jesper, à quelques nuances près. Tamara, si je ne m'abuse. Sans les nuances, on est complètement effectivement dans cette famille d'âmes des passeurs, et pas uniquement effectivement le passeur d'âme, pas uniquement le médium, mais aussi celui qui t'accompagne à passer d'un point A à un point B, comme tu le disais, le début de vie, les fins de vie. Il y a aussi cette fonction de créer des jonctions, de créer des liens, de créer des ponts pour que les gens puissent les cheminer, ces informations ou ces situations. Oui, moi, c'est ça qui m'a choqué positivement quand j'ai découvert que j'étais de la famille d'âme des passeurs. Donc déjà, moi, pour la petite histoire, j'avais lu un peu sur le sujet et je me pensais tout sauf passeur. Et étant déjà dans le monde de l'informatique, j'avais quand même identifié des choses qui s'appellent les méthodes agiles ou Reinventing Organization, des choses qui aidaient à amener du sens dans le monde de l'entreprise. Parce que beaucoup de gens, dont moi, souffrent dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment terrible pour moi quand il n'y a pas de sens ou qu'on n'est pas respecté, quand il y a du harcèlement, etc. Et donc, ces outils que j'avais découverts, à l'époque, c'était tout nouveau, ça paraissait même un peu bizarre, c'est-à-dire que toi, tu arrivais et tu disais, voilà, les projets, il faut le faire comme ça. Et des gens qui venaient de l'université disaient, mais attends, on nous a dit tout à fait l'inverse. Donc, quelque part, il fallait oser y aller. Mais moi, j'avais vraiment senti quelque chose en moi qui avait vibré en me disant, ouais, ça va faire partie de ma vie parce que je sens qu'il le faut. Et en fait, lors de mes conférences informatiques, je parlais de psychologie, de l'humain. Et quand j'ai découvert la mission du passeur qui est d'éveiller les consciences, en fait, je me dis, ok, c'est pour ça que je suis si bien dans ces conférences, parce que ça nourrit ma mission de vie. Or, étant fort dans le mental à l'époque, tu vois, je commençais à me dire, ouais, mais est-ce que tu vas pas parler devant des gens pour nourrir ton ego parce que tu aimes bien être applaudi? En fait, pas du tout. Donc, mentalement, j'aurais pu me dire, arrête de faire ça. Et en fait, quand j'ai découvert la mission de vie, c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais attends, c'est hyper utile, ça, comme guide. D'ailleurs, je l'ai utilisé, moi, par la suite pour me réorienter professionnellement. À un moment, après quelques années, je me suis dit, en fait, professionnellement, je ne veux plus que faire des choses qui vont nourrir cette mission de vie. Et j'ai fait mon virage dès 2010, et c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ça valait vraiment le coup. Ça met parfois quelques années à être mis en place. Et puis c'est jamais qu'un cycle qui se nourrit à chaque fois des expériences. Mais c'est vrai que ça a été fantastique de découvrir, d'aller vers ça. C'est de mieux en mieux, quoi. Au niveau du mode de communication avec les passeurs, alors tu précises que s'ils partent, c'est mauvais signe. La question du sens leur est essentielle. Il faut faire bon usage de leur enthousiasme, attention à l'auto-persécution et il faut les aider à comprendre le fonctionnement du système.
Oui, c'est vrai que les passeurs, on dit souvent que quand ils démissionnent, ça veut dire que quelque part, même les entreprises ou les projets, ils ont tous une âme. C'est-à-dire la direction où on veut aller. Imaginons que vous êtes dans une association où on veut aider les gens sans abri et où au final, le fondateur de l'association est plus intéressé par passer à la télé, par sa visibilité, etc. Si vous essayez de recadrer et que ça ne va pas, ben à un moment, il y a peut-être des gens qui vont quitter le projet. Souvent, c'est les passeurs en premier parce qu'ils se disent oui, ok, on fait de plus en plus d'argent, on aide de plus en plus de gens, mais dans la manière, on n'est plus vraiment dans l'origine du projet. Et c'est voué à péricliter s'ils s'en vont? Pas nécessairement. Moi, c'est ça que je dis souvent. Voilà, petite anecdote, j'ai fait un séminaire famille d'âme dans une entreprise familiale. Donc, tous les gens étaient là sur base volontaire, ce qui pour moi était important. Et donc, pendant une journée, on a identifié les familles d'âme de chacun. Et le fondateur il est toujours un bâtisseur. Et on parle de ça, des passeurs. Et 3 jours après, il m'appelle, il dit en fait, je t'en ai pas parlé pendant le séminaire, mais il y a une passeuse qui est en train de démissionner. Et il a tout de suite fait le raccord et il dit oui, en fait, ça a du sens par rapport à certaines choses que, évidemment, je ne dévoilerai pas la confidentialité. Parce que les bâtisseurs étant des gens très instinctifs, on pourrait croire que ces trucs spirituels, ils vont s'en moquer. Mais eux, en fait, non, tout ce qui fonctionne, ça les intéresse. Tout ce qui est concret, etc. C'est d'ailleurs un bâtisseur qui m'avait fait venir. Donc, ça veut pas dire que tant pis, c'est voué à l'échec. Parfois, c'est le cas, mais parfois aussi, on peut recadrer. On connaît plein d'histoires comme ça où on faisait fausse route, on s'en rend compte et on se remet mieux sur sa voie, quoi. Est-ce que tu arrives à distinguer la catégorie de famille d'âme d'une personne assez rapidement, comme ça, à l'œil? Ça dépend. Je pense qu'il faut rester humble et en fait c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire parce que souvent les gens me disent vas-y Bruno, t'es un expert, dis-moi qui t'es. Oui, j'imagine. Et je suis pas le seul entre praticiens, on n'aime pas trop faire ça parce que déjà c'est un peu de positionner comme un gourou. Imagine si je te dis voilà, toi je sens bien que t'es ça, je prends énormément d'ascendant sur toi et quelque part déjà voilà, je suis pas un gourou et puis les gens qui doutent par rapport à leur famille d'âme, souvent on nous dit d'ailleurs ouais, c'est pas assez marketing votre truc, c'est trop complexe, faudrait pouvoir identifier les gens beaucoup plus rapidement. Alors oui, c'est peut-être pas assez marketing, mais en fait moi de savoir que je pensais tout sauf passeur, ça m'a amené énormément d'infos sur pourquoi j'avais enfoui ma spiritualité. Quelqu'un m'aurait croisé dans une réunion professionnelle en disant tiens, j'ai lu un livre, t'es passeur, j'aurais probablement dit ouais, ok, bien, encore un truc, on veut te mettre dans les boîtes et je serais passé à autre chose. Et donc souvent les gens, alors ça dépend, hein. Moi ma belle-mère elle a ouvert un livre, elle a lu un chapitre, elle a dit ça va, je me reconnais et elle avait raison. Mais souvent les questions qu'on se pose, souvent le fait qu'on pensait être ça et en fait on est autre chose, amène énormément d'infos et énormément de sens sur la découverte de notre famille d'âme. Parce que souvent quand on découvre notre famille d'âme, presque tout le monde que je connais fait ça, tu regardes ton passé et en fait, tu te rends compte, mais attends, en fait, il y avait plein d'indices. Ah, mais je comprends pourquoi il y a eu ça. Ah, mais je comprends pourquoi il y avait ça. Et donc, ça t'amène énormément de choses personnellement. Donc, lors de mes séminaires, moi, oui, je peux avoir des hypothèses sur les gens, mais souvent, je leur dis, voilà, à un moment et très tard dans la journée, je vous dirai quelles étaient mes hypothèses, que je veux que vous expérimentiez. Et c'est l'avantage d'un séminaire, c'est que tu peux expérimenter dans toutes les dimensions. Par exemple, si tu lis un livre, tu vas peut-être être dans le mental, peut-être dans les émotions. Si tu es face à une personne, tu vas pouvoir faire des exercices énergétiques. Et par exemple, les passeurs, ils vont beaucoup plus se retrouver dans les exercices énergétiques. Un bâtisseur qui est plutôt quelqu'un d'instinctif, souvent, ça va être dans sa position physique que tu vas le voir. Et ça, c'est pas en lisant un livre ou via un live YouTube que tu peux le voir. Et donc, l'idée, c'est justement de pouvoir faire des exercices qui passent dans les 4 dimensions, parce que d'une personne à l'autre, on va réagir différemment. Ou parfois d'expérimenter une dimension et dire là c'est vraiment ma zone d'inconfort, c'est pas du tout mon truc. Pour en finir sur les passeurs, leur principale blessure, puisqu'on parle des blessures de l'âme par rapport à toutes ces familles différentes, c'est la persécution sous forme d'humiliation ou d'injustice. Oui, et donc l'utilité des blessures, évidemment ça peut être utile. Il y a des psychologues qui structurent leur thérapie en utilisant les familles d'âme. Mais tu pourrais dire, écoute, moi, j'ai jamais envie d'aller voir un psy. À quoi ça me sert de savoir que le passeur, c'est la blessure de persécution? Si au boulot, tu as un collègue qui est passeur, les blessures, c'est comment on va vivre les moments difficiles.
C'est-à-dire que, comme moi j'ai la blessure de persécution, quelqu'un qui va commencer, pendant que je donne une formation, à faire de l'ironie, à faire un peu de moquerie, etc., ben moi, ça va activer ma blessure de persécution. Et donc, je sais que, moi, comme je me connais un peu, je me dis, OK, lui, peut-être qu'il voulait faire qu'une blague. Alors qu'avant, j'aurais été plutôt, OK, lui, je le mets dans la colonne des salopards et il le payera un moment ou un autre, etc. Ouais. Mais quand tu sais ça de l'autre, par exemple, un bâtisseur qui a la blessure de trahison, ben, tu sais qu'il va falloir faire bien attention à respecter tes engagements par rapport à lui. Parce que tu peux pas évidemment contrôler comment cette personne a déjà soigné ses blessures. Mais tu peux savoir, entre guillemets, comment ça peut déraper et donc faire plus attention à ça. C'est très très riche, on va bien sûr pas tout vous dévoiler sur chaque famille d'âme, mais dans la formation vous allez retrouver également la blessure, la mission, on l'a dit, les dons, les leviers, les freins, les interactions, parce que là on a pris l'exemple en entreprise, mais évidemment que c'est hyper riche et nourrissant au milieu familial ou en termes d'éducation par rapport aux enfants, puisqu'on vous l'a précisé en début d'émission, ça veut pas dire que tous les membres d'une famille terrestre font partie de la même famille d'âme. Donc, pour accompagner un enfant, pour les interactions sociales, ça donne énormément de clés. Tu parles aussi du langage de l'amour de chaque famille d'âme. Il y a énormément de ramifications. Je trouve là, à travers tes travaux, le mode d'emploi du vivre ensemble. Ça nous permet vraiment d'avoir cette vision, d'appréhender l'autre dans ses différences et surtout pas de mettre des cases, ce que tu disais, Bruno. Bien sûr. L'idée, c'est pas de mettre des cases, dire moi je suis comme ça et basta, mais plutôt déjà des leviers, des pistes pour les dépasser des blessures ou des freins en termes d'interaction ou en termes d'épanouissement professionnel. Voilà, c'est ça. Donc, dans les familles, donc une famille de 6 personnes, ça va certainement pas être 6 personnes de la même famille d'âme. Au contraire, il y a probablement toutes les familles d'âme qui sont là. Donc, c'est ça qui est super utile. Et les familles d'âme, au même titre que d'autres modèles, a cet aspect aussi que c'est une magnifique grille de lecture. C'est-à-dire que, je prends un exemple, moi je suis... imaginons, je suis visionnaire, je suis plutôt dans le mental et ma femme va être artisan de la paix, donc plutôt dans les émotions. Ma femme, on a une dispute et elle part dans les émotions et mais tu ne m'aimes plus, je le sens bien, etc. Voilà. Donc quelque part, son besoin profond, c'est d'être serré dans les bras, rien de plus. Moi, je vais être visionnaire et donc je suis dans le mental et donc je vais chercher une logique. Elle est en train de pleurer. Moi, je suis peut-être mal à l'aise avec l'émotionnel, donc déjà, je vais intérieurement prendre du recul. Et je vais lui dire, OK, mais c'est quoi ta demande? Parce que là, j'ai une formation de coaching, je vois que tu es en train de te plaindre. Tu veux quoi, en fait? Tu es un peu passive, là. Bon, là, évidemment, l'engueulade, elle va encore remonter. Et c'est pas un qui a raison, un qui a tort. C'est juste qu'on est sur 2 niveaux différents. Un sur l'émotionnel et l'autre sur le mental. Donc, évidemment, ça ne peut pas aller. Donc, messieurs ou mesdames, si vous avez ça, parfois, serrez-vous dans les bras, ça va régler beaucoup de problèmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ceux finalement qui sont de ta famille, tu vas les comprendre plus facilement, mais tu arrives aussi à avoir la grille de lecture pour dire ceux qui parlent pas ma langue, comment parler, moi passeur, la langue du visionnaire, de l'artisan de la paix ou du bâtisseur. Et c'est là que c'est passionnant aussi, quoi. Parce qu'évidemment, personne n'a le bon langage ou le bon système, mais de savoir qu'il y en a des différences, ça aide. Ça m'inspire un autre questionnement au niveau des compatibilités amoureuses. On cherche à s'adapter, mais est-ce qu'on ne devrait pas éventuellement tendre vers la même famille d'âmes pour être totalement synchro? Ouais. Alors pour ceux qui veulent vraiment être heureux en amour, il y a un truc très simple, c'est choisissez un Belge. Donc ça c'est vraiment un truc qui passe pour parce qu'on l'a pas précisé, mais je viens de Belgique. Non mais plus sérieusement, tu as un petit accent quand même. Je suis pas un pur Parisien. Mais donc un truc que j'ai entendu très tôt, c'est les gens me disaient je suis visionnaire, donc j'imagine que pour être en couple, je dois trouver un ou une visionnaire. Pour être heureux. C'est vrai qu'avec la logique des âmes sœurs, etc., on aurait envie de se dire, oui, la logique veut qu'il faut trouver un match. Comme ça, on se comprendra mieux. Or, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je pense que 90% des couples que j'ai pu rencontrer, en fait, étaient de familles d'âmes différentes. Mais il y a aussi des gens de même famille d'âmes qui sont très heureux. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité, tout peut fonctionner. Ça dépend surtout en fait du chemin que vous avez fait, de l'alignement que vous avez par rapport à votre famille d'âme. Mais donc voilà, une artisane de la paix peut être très heureuse avec un bâtisseur, comme 2 visionnaires peuvent être heureux ensemble. D'ailleurs, souvent, c'est marrant de voir comment les couples se complètent. C'est-à-dire qu'un artisan de la paix, s'il a une femme visionnaire, il va peut-être aider sa femme visionnaire à s'ouvrir à ses émotions. Ou
deux personnes qui seraient passeurs et bâtisseurs, ben, la bâtisseuse va peut-être aider le passeur à avoir les pieds sur terre et la passeuse pourrait peut-être lui ouvrir un petit peu l'esprit spirituellement. Donc voilà, il n'y a pas d'incompatibilité, rassurez-vous, par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que la vie en couple est plus facile, hein, mais c'est vrai que souvent, moi j'ai eu énormément cette question de, voilà, dis-moi qui je dois chercher pour être heureux. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix absolument à Et faire. puis comme pour tout, la différence est une chance et c'est ce qui permet d'enrichir. Alors en t'entendant parler, ça me fait penser par exemple sur le modèle des entreprises avec le tableau derrière toi. Je me dis: «Mais finalement, est-ce que le schéma idéal n'est pas d'avoir, des salariés, enfin des participants qui sont Dans toutes les dans toutes strates. les familles d'âmes, dans Mmh. toutes les strates et qui est du coup une vraie complémentarité, un vrai alignement?» Peut-être qu'on Une parlera de ce équipe de gros mot-là, foot avec tous les postes alignement. occupés. Exactement. Donc, pour moi, les meilleures équipes, c'est où il y a toutes les familles qui sont réparties. Pour être complètement complet avec les familles d'âmes, au total, il y en a 8. Hein. Comme vous pouvez voir ici, il y a les chakras. Donc, il y a les bâtisseurs rouges et oranges. Vous pouvez voir que les artisans de la paix, il y en a 2, 2 chez les visionnaires, un passeur et les sages. Mais donc, oui, ce qui fonctionne mieux, imaginons un cabinet de comptables. On va avoir beaucoup de visionnaires parce que il faut travailler dans le mental. Eux vont bien aimer ça parce que les visionnaires, quelque part, ils aiment bien avoir un mode d'emploi. Ben voilà, la comptabilité, ce serait comme un juriste qui doit interpréter des textes de loi. Il y a des jurisprudences, il y a des textes de loi. Enfin, la base, elle est là. Mais si j'ai un visionnaire qui est très bon dans son mental et reste dans sa bulle et qui parle mal aux clients, ben je vais peut-être commencer à perdre des clients. Ou s'il a très bien travaillé et puis si je lui pose une question et qu'il me répond les articles de loi, moi je vais peut-être dire attends, moi je comprends rien à ton truc. Et donc on va peut-être avoir un artisan de la paix qui sera chez les comptables, qui va mettre du lien au sein de l'équipe, du lien avec les clients. Et comme eux, souvent, par défaut, les artisans de la paix, ils ont une très bonne empathie, une très bonne écoute. Ben, je vais arriver dans un cabinet comptable et ok, ben lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment compris mon métier, vraiment compris ce que je faisais. Alors que si j'avais un visionnaire qui est pas aligné, alors c'est vrai que c'est galvaudé cette expression, mais on verra qu'il y a du bon dedans tout à l'heure. Ben je pourrais avoir quelqu'un d'un peu froid qui est dans ces textes juridiques et je me dis bon, j'ai pas eu l'impression qu'ils me comprenaient, j'ai pas envie de faire affaire avec eux. Et pareil donc pour les bâtisseurs ou pour les passeurs dont on parlera. Un bâtisseur, eux souvent c'est des enfonceurs de portes dans le sens le plus noble du terme. Ça veut dire qu'ils ont une capacité d'action, ils ont pas peur, ils vont de l'avant, ils vont chercher les infos où elles sont, ils cassent les codes. Les artisans de la paix, je l'ai dit, ils vont mettre de liens. Les visionnaires, même s'ils sont très bons dans le mental, en fait, ils ont surtout d'excellentes intuitions. Et les passeurs, ils aident à amener du sens et à garder la mission du projet, l'âme du projet sur les rails et d'être sûr qu'on ne se fourvoie pas. Donc chacun va s'aider les uns les autres. Ça, c'est vraiment le bonheur. D'ailleurs, moi, je le sens souvent dans des équipes que j'accompagne. Parfois, je me dis, je suis allé dans ce truc-là et ça manquait quand même d'artisans de la paix. Hein. C'était quand même très froid, ça manquait de liens. Est-ce que l'objectif, c'est pas de fusionner toutes ces familles en une seule et même famille, même lors d'une incarnation, j'ai envie de dire, parce que tout ça, c'est des qualités et des défauts, mais c'est une complémentarité qu'on pourrait vouloir acquérir lors de son incarnation? Ce serait l'idéal. Hein. Moi, j'aimerais bien. Ce côté de fusion, c'est ce qu'on appelle la famille d'âme des sages. On en parle peu dans les livres parce que c'est une minorité de la population et je vais pas dire qu'ils n'ont plus rien à apprendre, mais les sages, ils arrivent déjà alignés et ils sont plutôt là pour rayonner, pour montrer l'exemple. Parfois, on peut croiser des gens comme ça qui, voilà, juste ils parlent et on se dit, ouais, en fait, on a l'impression qu'ils ont tout compris. Donc, quand on voit l'état du monde actuel, ça reste une minorité. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des âmes qui décident de se réincarner juste pour aider, pour montrer l'exemple. Moi, j'aime beaucoup Thich Nhat Hanh, qui est auteur, moine bouddhiste, etc. Et il y a pas longtemps, je lisais une de ses citations. Il dit, mais si tu veux vraiment être en connexion avec ton âme, t'es pas obligé d'aller faire un voyage initiatique au Tibet. Tu peux juste aller dans un parc, dans ton jardin, ou t'asseoir dans ton canapé et respirer, quoi. Donc voilà, je suis pas sûr que j'utiliserais ce terme de fusion, mais le principe, parce que parfois on dit, ouais, mais moi je pense que je suis un peu tout. Si t'es un peu tout, est-ce que Diane Leblanc, elle dit qu'on est venu s'incarner pour travailler la dimension qui est la moins présente en nous? Et moi, ça m'a parlé parce que je me suis rendu compte que le spirituel, je l'avais complètement caché.
Et donc de dire oui, mais on est un peu tout. Déjà, quand on commence par oui, mais c'est une objection, donc c'est jamais bon signe. Enfin, moi, je dis aux gens, moi, je suis pas là pour vous convaincre ou vendre quoi que ce soit, mais si ça vibre ou si ça rayonne en vous, ou que vous dites, tiens, j'ai peut-être quelque chose d'en apprendre, ça vaut la peine de creuser. Mais parfois, il faut certainement pas forcer les gens, comme on ne force pas quelqu'un à aller en thérapie. Parfois, c'est peut-être pas le moment pour les gens de creuser parce qu'ils sont pas encore le sac à dos assez rempli d'outils pour aller creuser à l'intérieur d'eux. Mais voilà, moi, je suis persuadé qu'on a chacun une famille d'âmes et à en apprendre. Et je rebondis sur une dernière chose que Tamara avait dit tout à l'heure. C'est vrai que j'ai parlé de la mission de vie. Et parfois, ça met la pression. Oh là, j'ai une mission de vie, je l'ai pas encore découverte et je l'ai pas encore fait. Non, on n'est pas là pour se mettre la pression. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des dons. C'est-à-dire que, un peu comme le karma et le dharma, on a des choses à faire dans cette incarnation. Déjà, c'est à nous à décider si on veut le faire. Si on le fait pas dans cette incarnation, c'est pas grave. Pour l'âme, le temps, ça n'a pas d'importance, mais on a aussi des dons qui viennent. Donc, on a aussi des outils par famille d'âme. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est pas clivé aussi, c'est ce que tu nous dis. C'est-à-dire que, allez, on va complexifier encore un petit peu. Tu parles aussi de famille d'adoption. Imaginons que toi, tu hésites entre passeur et visionnaire, et puis tu te dis, à mon avis, je dois être visionnaire parce que je suis prof de maths. Mes parents étaient profs de maths. Pendant les vacances, on allait visiter des musées, on faisait du truc culturel, etc. On m'a toujours dit qu'il fallait bien écrire le sans faute, que l'orthographe c'était important, qu'il fallait bien réussir à l'école. Donc ouais, je sens vraiment qu'il y a énormément de visionnaires en moi. Or, peut-être que visionnaire, c'est ta famille d'âme d'adoption. Que au fond de toi, t'es pas sœur, mais que c'est vraiment quelque chose qui est bien caché. Et donc, parfois, c'est pas le cas obligatoirement, on peut avoir une famille d'âme d'adoption. Donc, souvent, moi, j'utilise la métaphore du monde du travail. Dans le monde du travail, beaucoup de gens, moi c'était le cas, mettent un déguisement ou un masque. Qui on est vraiment, on va peut-être pas oser le dire en réunion, on va peut-être cacher nos émotions, notre spiritualité n'en parlant pas. Les hommes ont tendance à être plus favorisés que les femmes. Et donc, c'est dur d'être vraiment qui on est dans la pleine plénitude. Donc, parfois, on met un déguisement ou un masque. Ça peut être pareil avec les familles d'âme. En fonction de la famille où on s'est incarné, de nos échecs et nos succès, de notre expérience de vie, de qui on admire, on peut avoir mis un déguisement. C'est ce qu'on appelle la famille d'âme d'adoption. Donc, on pourrait dire, imaginons que quelqu'un est passeur, dans l'exemple que je donnais, mais qui a eu beaucoup de visionnaires dans sa vie, on pourrait dire qu'il est passeur d'adoption visionnaire. Souvent, quand on hésite entre deux familles, il y a probablement votre vraie famille et la famille d'âme d'adoption. Et souvent, ce qui est rigolo, enfin un peu confrontant, c'est que qui on pense être le plus, souvent en fait c'est notre famille d'âme d'adoption et pas notre vraie famille d'âme. Parfois notre vraie famille d'âme, elle est un petit peu cachée. Mais évidemment, je fais pas de généralisation, ça dépend d'une personne à l'autre. Cette famille d'adoption, est-ce que ça peut être aussi, par exemple, le foyer dans lequel j'ai grandi? Si j'ai un papa qui est bâtisseur ou si j'ai une maman Voilà. qui est visionnaire, j'ai hérité quand même d'un modèle. Imaginons, tu as un papa qui est garagiste. Ça fait 3 générations qui sont garagistes. Et c'est un des seuls garagistes qui ne dépend pas d'une chaîne internationale et c'est une grande fierté pour lui. Et donc, les week-ends, il t'aidait à bricoler, etc. Tu arrives dans une famille de bâtisseurs, ou en tout cas, la couleur bâtisseur est très présente. Pareil, si tu étais arrivé chez des agriculteurs, où très tôt le matin, tu aurais aidé à la ferme et le week-end, tu aurais aidé. Mais ça ne veut pas dire que tu es bâtisseuse. Mais donc, tu vas peut-être avoir la famille d'âme d'adoption bâtisseur. Et c'est pas nécessairement une tare. C'est-à-dire que tu auras les codes, les compétences du bâtisseur, tu sauras faire du bâtisseur, mais quand tu auras découvert ta famille d'âme réelle, ta nature profonde, tu pourras utiliser ces compétences, mais pour ta mission de vie de ta famille d'âme réelle. C'est-à-dire que l'idée de la famille d'âme d'adoption, souvent je dis aux gens, comment vous gagnez votre vie? Est-ce que c'est vraiment par rapport à votre famille d'âme ou par rapport à votre famille d'âme d'adoption? Ça peut vous permettre de vous situer. Et donc, si votre famille d'âme d'adoption est un peu trop au volant de votre vie, il est sans doute temps, quand vous l'avez identifié, de la mettre sur le siège passager, voire sur le siège arrière, voire peut-être même dans le coffre si elle a pris beaucoup trop de place. Mais c'est certainement pas une appendicite qu'il faut enlever et jeter par la fenêtre. Non, elle va vous aider. Moi, par exemple, je suis visionnaire d'adoption.
pour écrire un livre, ça m'a énormément aidé de savoir structurer et de pouvoir, quand je voulais être publié, soumettre un manuscrit qui n'était pas complètement farfouillis et trop perché, et où les éditeurs n'auraient rien compris et n'auraient pas vu ce qu'ils reçoivent, pris le temps de le lire, quoi. Donc j'ai vraiment utilisé mes compétences de visionnaire pour aller dans ma mission de vie de passeur, qui était éveiller les consciences, et pour moi de faire connaître les familles d'âmes au plus grand nombre. C'est ça que je suis ravi de cette émission. Ça touche à ma mission de vie. Et donc quand les gens disaient « Ah ouais, écrire un livre quand même, hein, c'est l'horreur hein. », en fait non, pour moi c'était génial, quoi, parce que ça touchait à ma famille d'âme. J'ai pas trouvé ça fatigant. Par contre, demandez-moi d'écrire un livre sur le bricolage, moi qui ai 2 mains gauches, là ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Il y a un rapport à l'alignement qui est assez important. Et tu réponds à ma question qui était de savoir en quoi la connaissance de sa famille d'âme pouvait influencer notre parcours de vie. C'est assez évident de ce côté-là. J'allais te demander au niveau des aspects psychologiques et spirituels, comment les blessures émotionnelles, quant à elles, influencent-elles l'expression de notre famille d'âme ? Quand tu parles des blessures émotionnelles, tu peux me donner un exemple ? Les blessures de l'âme, alors on peut voir que par exemple, on passait au visionnaire, on avait vu le passeur, le visionnaire, pour lui, bon, il est dans le mental, et lui, ce sera le rejet, par exemple. Voilà, donc la blessure de rejet, c'est pas nécessairement qu'on a été rejeté ou qu'on a manqué d'amour. Souvent, les visionnaires ou ceux qui ont la blessure de rejet, parce qu'évidemment, on peut avoir, c'est-à-dire, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais on peut avoir plusieurs blessures, mais chaque famille d'âme a une blessure principale. La blessure de rejet, c'est souvent qu'on n'est pas accepté pour qui on est vraiment. Par exemple, je trouve qu'il faudrait faire une loi pour arrêter de faire des films où on montre que l'enfant il naît pour faire plaisir à l'autre. Tiens, on va le donner le prénom de ta mère ou le prénom du grand-mère. Il y a même un film, Le Prénom, où ils font ça. Du coup, si, imaginons le grand-père que toute la famille adorait, qui était vraiment le pilier, est mort il y a 1 an, et ton enfant naît, et tu sais quoi, pour faire plaisir à maman, on va lui donner le prénom du grand-père, ça va lui faire tellement plaisir. Et donc l'enfant, il arrive, il naît, et derrière son prénom, il y a déjà quelque chose de lié, le grand-père, ce qu'il représentait, etc. Et donc il va souffrir de la blessure de rejet parce que intuitivement, il va sentir qu'on l'accepte pas vraiment pour qui il est, et que parfois c'est du non-dit, mais voilà, s'il embrassait la même carrière que le grand-père, ce serait quand même fantastique, quoi. Et donc du coup, c'est des gens qui vont, les visionnaires, être très attentifs à l'intégrité, parce qu'ils vont se dire, attends, là on vient chercher l'expert qui sait faire des choses, ou on s'intéresse vraiment à qui je suis vraiment. Et donc cette blessure de rejet, ça va être important, par exemple, un visionnaire, de pas arriver avec des techniques commerciales ou de manipulation, parce que déjà, le visionnaire, il a un scanner, il va le sentir tout de suite, et il va tout de suite, de peur d'être rejeté, vous mettre dans la case de ouais, ok, lui, il essaie de me la faire à l'envers, ça vaut même pas la peine. Le fait d'être aussi tout le temps dans le mental, les visionnaires, ça peut leur jouer des tours, parce que évidemment, c'est des têtes bien faites, ils fonctionnent très vite, ils ont un accès à la connaissance presque immédiat, mais parfois ça peut leur jouer des tours parce qu'ils vont fantasmer beaucoup. Par exemple, dans leur vie amoureuse, ils peuvent inconsciemment se faire un peu une checklist. On connaît tous le prince charmant, voilà, il faut qu'il fasse ça, 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 ça. Donc dans la vie réelle, imaginons, je cherche le prince charmant. J'arrive avec ma checklist. Souvent, il y a 25 cases à cocher. C'est réaliste. Et voilà. Ouais, mais quand on fantasme, on se dit pas que c'est réaliste. Et donc, voilà, cette personne-là, elle coche que 23 cases sur 25. C'est dommage. Ouais. Mais en fait, on pourrait trouver ça rigolo, mais en fait, c'est par peur d'être rejeté. Et donc, le jour où le visionnaire arrive à acheter sa liste et accepter que le prince charmant, il va peut-être péter au lit, il aura fait un gros travail sur lui-même. Ouais, et puis éviter les projections et les attentes. Alors justement, ce qui pourrait valoriser un visionnaire, c'est le sortir de son insécurité, lui donner des paroles réconfortantes. C'est bien ça ? Oui, le visionnaire, dans le couple, il va beaucoup aimer quand on dit les choses. Par exemple, ce côté, si tu m'aimais vraiment, tu saurais ce dont j'ai besoin. Non, en fait, ça, c'est faux pour tout le monde. Au plus on arrive à nommer ses besoins, mais déjà, faut savoir les connaître. C'est ça qu'il y a beaucoup de couples qui se portent mal, c'est que souvent, dans un couple, on attend que l'autre vienne soigner nos blessures. Donc, à un moment, ça fonctionne, mais une blessure jamais soignée, elle s'infecte. Et donc, ce que fait l'autre, il va devoir le faire de plus en plus. Et à un moment, il va peut-être vouloir retirer ses billes en disant, mais attends,
Je suis pas ton psy, je suis pas ton médecin, je suis pas là pour tout faire à ta place non plus. Oui, on pourrait aussi faire une loi ou faire un film pour que les gens arrêtent de se mettre dans cette posture, du mystérieux ou de la mystérieuse, de si tu m'aimes vraiment, tu me comprends, tu me lis et tu combles tous mes besoins. Et je vais me Oui, faire fouetter sur la place publique encore une fois, mais est-ce qu'on peut polariser ces familles d'âmes, tout au ça moins c'est la ces blessure du caractéristiques? masochisme que tu veuilles te faire fouetter. On en reparlera plus tard. Non, mais quelque part, il y a des traits féminins dans ce que tu donnes. Ah, Ça y est, Bah, bien sûr, c'est ça que c'est ça que j'essaye de prendre des exemples d'hommes et de femmes parce qu'il n'y a pas de, c'est pas genré. Donc un homme ou une femme. Moi, j'ai beaucoup d'amis hommes visionnaires qui ont en tête cette image de la femme parfaite. oui. Comme disait Orelsan dans une chanson, cherchais la femme parfaite, mais est-ce que j'ai cru que j'étais l'homme parfait? Et des hommes peuvent avoir aussi cette checklist. C'est vrai que le prince charmant, la métaphore est connue, mais ça exactement chez les hommes. Et donc le problème, c'est qu'ils vont en souffrir beaucoup, les visionnaires, parce que quelque part, je prends à dessein l'exemple de la relation amoureuse. Imaginons, on va draguer quelqu'un, ou on veut séduire quelqu'un, ou on veut rentrer en relation. Ben, si on est trop dans le mental, ça va être compliqué. Parce qu'évidemment, on a prévu la soirée, on a notre checklist et ça va pas se passer comme prévu. Donc, alors que la drague, c'est un peu d'imprévu, de naturel, de quiproquo, etc. Et donc, s'ils sont trop dans leur mental, il y a un film magnifique que je vous conseille qui s'appelle Le Discours, qui est une chouette comédie et qui est adapté, je pense, d'un livre de Fred Caro. Et qui montre vraiment... Excellent film. Il est fantastique, ce livre, parce que c'est exactement un visionnaire de la gorge, du chakra de la gorge. Et on le montre dans ses travers, mais on le montre aussi dans toute sa beauté. Et là, c'est vraiment... Mais ça en devient maladif. Hein. Il anticipe ce fameux discours pendant tout le film. Voilà, on lui annonce à son grand malheur qu'il va devoir faire un discours devant tout le monde à un mariage. Ouais. Chose que quand on a la blessure de rejet, on préfère être plutôt sur le côté. Et c'est pas du tout son métier d'être orateur. Et donc, ça montre bien justement, à un moment où il essaye de draguer, il a une liste de sujets. Mais donc, bien sûr, tu vas pas te faire fouetter. C'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes, quoi. Moi, j'ai une cliente comme ça que je recevais, un client, pardon, qui me dit, ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un, elle habite la même région que moi, elle aime le sport, elle aime le développement personnel. Enfin voilà, elle coche au moins 15 cases, mais elle n'aime pas la randonnée. Et quoi? Ah ouais, bah alors j'ai pas répondu à ces messages. Tu vois, donc, mais au final, ils en souffrent. Parce que c'est vrai que les visionnaires, comme ils sont dans le mental, le rêve, moi j'ai un enfant visionnaire, quand il a découvert les Lego et les modes d'emploi, mais je pense qu'il a eu un orgasme intellectuel. Pour lui, c'était le plus beau jour de sa vie. Souvent, les visionnaires, ils aiment bien leur mode d'emploi. Et donc, pour en revenir aux paroles valorisantes, une fois, j'ai un client, il s'est rendu compte que quand il faisait l'amour, on pouvait poser des questions et on pouvait dire, en fait, tu sais, quand tu fais ça, j'aime bien, et quand tu fais ça, j'aime pas. Alors, ça peut paraître ridicule, quand même. Lui, ça a changé sa vie. Et une fois que sa compagne a compris qu'il était visionnaire et qu'elle lui a suggéré quelques livres sur la sexualité, etc., mais elle était ravie. Enfin, c'était vraiment du win-win. Alors que si on avait été si tu étais un bon amant, tu saurais ce qu'il faut, ce qui me fait plaisir, évidemment, ça bloque complètement. Et évidemment, comme tous les partenaires sont différents, il n'aurait jamais résolu cette équation-là, quoi. Donc, de dire les choses avec les visionnaires, ça aide énormément. Et paradoxalement, tu disais qu'ils ont besoin de verbaliser aussi. Oui, mais c'est vrai qu'il faut quelque part... déjà, les visionnaires, ils ont besoin de moments de solitude. Moi, c'était utile pour mon fils quand il allait s'isoler. Le père que j'étais il y a 15 ans aurait eu tendance à se dire non, il ne faut pas s'isoler, il faut se faire des copains. Bon, c'est un peu comme ça que j'ai été élevé. Mais comme j'ai cette grille de lecture des familles d'âmes et que je sais qu'il est visionnaire, je dis non, en fait, il a besoin de son moment de solitude. Ce n'est pas le moment d'aller ouvrir sa porte et dire allez, viens, on va faire un jeu de société ensemble. Et après, de lui-même, 15 minutes plus tard, il revient et c'est pas pour ça qu'il est devenu asocial, quoi. Donc, c'est vraiment utile. Et parfois, pour que le visionnaire puisse dire les choses, il faut laisser l'espace. Si vous êtes artisan de la paix et complètement pris par vos émotions et que vous dites « mais enfin, parle-moi, dis-moi les choses », il n'y a rien de mieux pour que le visionnaire se ferme complètement. « Et t'as vu, tu ne dis rien ». Oui, lui, il est déjà reparti dans sa tour d'ivoire et en fait, vous êtes en train de le violenter. Alors qu'à la base, vous voudriez qu'il parle. Et puis, il y a autre chose que tu apportes aussi avec les visionnaires. Enfin,
je voulais en parler justement quand on en était au visionnaire, c'est ce mécanisme de défense de l'indifférent. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude ça devient un petit peu plus connu hein, de tout le monde, la triangulation de Karpman avec le sauveur, le persécuteur et la victime. Là, tu apportes, boum, une quatrième pierre au triangle, un quatrième angle au triangle, avec l'indifférence comme étant ce mécanisme de défense de la part du visionnaire quand il se sent attaqué, quoi. Il fige. Ça aurait fait un chouette nom de livre, hein. Le quatrième coin du triangle. Là, T'as tout de vu? suite, tout le monde se dit, oh, il est intelligent, il a Ouais. compris des choses. Non, en fait, c'est Diane Leblanc qui s'est inspiré des mécanismes de domination dans le livre La prophétie des Andes, qui a effectivement trouvé ce quatrième coin du triangle dramatique, le jeu de l'indifférent. En fait, ben, c'est comme certaines bêtes dans la nature, face à un danger, elles s'immobilisent. Elles se figent ou elles fondent mort. Ben, c'est un peu ça. Par exemple, quand il y a une trop grosse explosion émotionnelle, le visionnaire, quand il est mal à l'aise, il va jouer le jeu de l'indifférence, c'est-à-dire faire comme si de rien n'était, passer au point suivant ou juste s'intéresser à la forme mais pas au fond, parce que c'est un gros moment d'inconfort pour eux. Alors bon, on les a un petit peu laissés de côté, les artisans de la paix, on va passer à eux. Alors, eux, c'est le corps émotionnel, hein. Donc on parle du plexus. D'ailleurs, c'était un peu aussi contre-intuitif pour ma part. Le visionnaire, le troisième œil, c'est un de ses chakras. Il y a deux visionnaires, il y a le visionnaire de la gorge et le visionnaire du troisième œil. D'accord, donc il y a quand même un côté un petit peu relié, hein. Oui, alors je ne sais pas si le livre que vous citiez tantôt, c'était le livre Les passeurs d'âmes, mais il y a un travers qui est un peu rigolo avec les familles d'âmes, c'est que tout le monde veut être passeur. Et en général, les vrais passeurs, c'est les seuls qui ne veulent pas l'être. Et donc, il y a beaucoup de livres qui sont faits sur les passeurs. Et parfois, il y a comme une idéalisation du passeur. Et parfois, il y a une méprise, c'est que les gens se disent « Ah ben zut, alors ils sont déçus. Je suis pas passeur alors que j'adore la spiritualité. » Ben, tu peux être actif dans la spiritualité, quelle que soit évidemment ta famille d'âme. Oui. Et donc les visionnaires, c'est peut-être à ça que tu fais référence avec le troisième œil et la connexion. D'ailleurs, ils ont beaucoup de points avec les passeurs. Ben moi, il y a un géobiologue qui est venu nettoyer ma maison. C'était un visionnaire, quoi. Il avait plein d'outils de mesure, etc. Mais c'était très énergétique et spirituel ce qu'il faisait, mais avec toute une logique de géobiologie qui lui allait très bien. C'est certainement pas que les autres familles d'âme n'ont pas droit à être actifs dans le développement personnel, dans la spiritualité, etc., quoi. Ouais, alors Je rappelle d'ailleurs que chacun a ses dons, hein. Je vais reprendre des termes un peu perchés pour être, pour le moins, peut-être quelque peu vulgaire. Quand on est passeur, on est perché. Alors, un passeur qui est perché, c'est un passeur qui est pas aligné. Parce que, imaginons que, ben voilà, il y a plein d'exemples ou de sketchs là-dessus. Quelqu'un qui est perché. Moi, si je suis perché et que je suis pas ancré, que je suis pas les pieds sur terre, je vais faire du mauvais travail. C'est ce que disent les moines bouddhistes, hein. Il y a même une position de Bouddha où la main touche le sol. La spiritualité, c'est relier le haut et le bas. Et si vous regardez ça, il y a ça partout, hein, en tai chi, relier le ciel et la terre, etc. Si ma prise de terre elle est pas branchée, ben je vais être perché. Quelqu'un va arriver, ouais, mon mari n'aime pas l'ésotérisme et tout, mais quitte-le, c'est un abruti, etc. C'est sans doute pas un bon conseil que de donner ça. Et donc méfiez-vous des gens trop perchés parce que c'est qu'ils n'ont pas encore fait ce travail justement d'ancrage et de travail sur eux-mêmes. Si inconsciemment, et je ne le sais pas, je suis en colère contre les hommes ou je suis en colère contre les femmes, ben, je vais sans doute très mal accompagner les femmes si je suis en colère contre les femmes. Et donc, un passeur qui est perché, enfin qui a l'air d'être tout le temps dans le délire, etc., c'est qu'il n'a pas fait ce travail d'ancrage, d'où l'importance des quatre corps. Mais quelqu'un qui est hyper rationnel, il va m'entendre parler là maintenant, je vais dire famille d'âme, oh, c'est perché, tu vois, donc on est tous le perché de quelqu'un aussi, mais c'est vrai qu'il aura vite tendance à être dans la lune ou à être là-haut, le passeur, quoi. Justement, cette fameuse voie du milieu, je la voyais par rapport au visionnaire qui se situe au niveau du chakra du troisième œil. Une sorte de juste milieu. Enfin, moi, c'est ce qui me correspondrait le plus, je trouve. Ouais, j'allais dire, en me contredisant, tu serais pas visionnaire, toi, parce que tu as l'air un peu leur dire. Bon, alors, il n'y a pas de hiérarchie, mais ils ont tout compris. Non, on a nos avis très ancrés, ouais, certes. Mais juste pour rebondir, oui, ça pourrait être ça, parce que parfois, il y a des gens qui vont rentrer dans la spiritualité parce que des visionnaires en parlent ou ont écrit des livres et ils vont dire, OK, ils parlent un peu de physique quantique, etc. OK, moi, ça va être ma porte d'entrée, ça me parle, quoi, tu vois. Donc, c'est pas du tout antinomique, quoi. Bah, un petit peu ce qui t'est arrivé au niveau de ton expérience. Tu as eu des ponts très rationnels qui t'ont permis d'approcher des sujets un peu plus spirituels, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça quelque part, comme j'étais visionnaire d'adoption, le fait que ça s'appelait famille d'âme, ça a fait vibrer mon âme, mais le fait qu'il y avait triangle dramatique, les blessures, ok, ça a l'air quand même construit, ben ça a rassuré mon visionnaire, quoi. On va passer aux artisans de la paix, on les a laissés de côté depuis tout à l'heure. Non, S'il y a bien quelqu'un qu'il fallait pas laisser de côté, oui. c'était eux. Il fallait pas les mettre de côté. Oui, alors eux, c'est l'émotionnel. Hein. Leur blessure principale, c'est l'abandon. Leur jeu préféré, c'est d'être victime. Hein. Et au niveau de la communication, il est préférable de nourrir la relation, de leur permettre d'exprimer leur créativité, de leur donner de la reconnaissance, d'équilibrer, de donner, de recevoir, de ne pas discuter avec eux uniquement par intérêt, de leur permettre d'être en lien, de faire des choses différentes et d'être mis à l'honneur. De faire des câlins. L'artisan de la paix, c'est le contact aussi. C'est ce qui est tactile. On est dans le tactile. Ouais. Oui, je vais rebondir sur le jeu de la victime parce que les artisans de la paix qui nous écoutent, ils pourraient dire, alors je pourrais dire, ils font pas la victime, hein, ils font le jeu de la victime. Donc le jeu de la victime, c'est se plaindre sans jamais chercher une solution à ses problèmes. Et je précise que ces jeux, sauveurs, victimes, etc., tous, autant qu'on est, on joue ces jeux en permanence sans s'en rendre compte. Mais chaque famille d'âme a un jeu préféré. Et les artisans de la paix, ils pourraient ne pas être d'accord avec le jeu de la victime. Parce que c'est souvent les artisans de la paix, ils font beaucoup pour tout le monde. Et souvent, c'est eux en dernier de la liste. Et comme la liste, il y a toujours des choses, des gens à aider, eux, ils descendent dans leur liste. Et donc, un des gros challenges, comme tu l'as dit, c'est équilibrer. Ça te parle, Tamara? Je t'entends. C'est surtout que je me dis, oui, c'est important de le préciser pour les artisans de la paix qui nous écoutent, qui peuvent, eux, se reconnaître plus du côté des sauveurs, évidemment. Oui. Et souvent, ils sont pas d'accord, parce qu'ils disent non, moi, j'aide plein de gens, donc je suis sauveur. Mais vraiment, quand ils sont dans le 36e dessous, quand ça va pas, ou qu'ils ont besoin d'énergie, c'est plutôt ce jeu-là qu'ils vont jouer, en sachant qu'il n'y a aucun des jeux qui est souhaitable, hein, vu qu'ils ont tous des effets pervers. Les artisans de la paix, effectivement, c'est le monde des bisounours, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est vraiment eux qui sont là avec de l'amour inconditionnel. Moi, j'ai la chance que ma femme soit artisan de la paix du cœur, vert, et c'est vrai que c'est elle qui m'a aidé à être, en partie, elle m'a aidé à être qui je suis vraiment. Parce qu'on a tous des masques et des déguisements. Et quand on s'est connus avec ma femme, nos déguisements étaient très présents. Et quand j'enlevais ces déguisements et que j'étais moi-même dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité, etc., un jour, elle m'a dit, tu vois là, l'homme que t'es là, c'est celui-là que j'aime. Alors que moi, à l'époque, n'aimant pas du tout ces parties-là, si je dois être honnête, intérieurement, je me disais, en fait, elle a un problème. Bon, ça tombe bien, hein, parce que c'est très masculin aussi. Excuse-moi, je vais polariser encore. La vulnérabilité, on a du mal avec ça. Hein. Ouais, mais il n'y a aucun mal à polariser, parce qu'on est yin et yang. Hein, on est dans ces polarités, on a tous du masculin et du féminin. Mais il y a une incompréhension, effectivement, avec ça. C'est que souvent, les gens traduisent vulnérabilité par faiblesse. Et donc, c'est vrai que l'archétype complètement faux de l'homme, c'est le masculiniste. Hein, c'est tout ce qu'on veut en fait éviter. C'est il aime bien jouer à la guerre, aller voir des femmes topless, boire de la bière et être violent. C'est pas du tout ça, hein, le masculin. Et en fait, souvent quand on dit moi je suis sensible, je suis vulnérable, on va se dire t'es pas vraiment un homme, quoi. Et en fait, la vulnérabilité, ça nous permet d'aller toucher qui on est vraiment. Et qu'on a enlevé ce masque de l'agressivité, de ce que nos pères faisaient, de ce que d'autres personnes font en disant ça c'est des vrais hommes, on va toucher qui on est vraiment au fond de nous-mêmes. Et quand tu vas vraiment toucher qui t'es, sans avoir besoin de porter des masques, etc., c'est là que tu as ta vraie puissance. Et moi j'ai besoin, c'est un travail qui dure toute la vie, mais moi j'ai besoin d'aller là pour oser dire, en fait, j'aime la spiritualité. Ok, dans les commentaires, vous allez vous moquer, vous allez dire que c'est perché, etc., mais j'assume ça et j'y arrive. Parce que si j'avais toujours été en train d'esquiver, j'aurais pas vraiment amené mon message tel qu'il doit être. Et donc d'aller toucher sa vulnérabilité. Moi, j'ai eu la chance de participer à des stages de cercles d'hommes qui sont vraiment dans une masculinité déconnectée de l'agressivité, déconnectée du réactionnaire et qui sont d'ailleurs jumelés, si j'ose dire, avec des groupes, des cercles de femmes. En fait, j'ai trouvé plein de modèles masculins fantastiques qui n'avaient pas besoin, qui n'avaient pas besoin de faire qu'est-ce qu'il y a. Je prends l'exemple du vrai maître d'arts martiaux, le gars hyper puissant, ceinture noire d'aïkido.
il a pas besoin de montrer ses muscles ou de pousser en disant, viens te battre. Mais il y a des gens, même les bagarreurs connaissent ça. Il y a des gens, tu les regardes et tu sais que il faudra pas aller les embêter. Et donc, c'est vraiment ça, c'est d'aller toucher sa vulnérabilité. Donc, merci d'amener ce point-là parce que souvent, je me souviens d'une série comique comme ça où un gars disait, mais qui a envie d'être vulnérable? Qui a envie d'aller toucher ça? Parce que c'est pas facile et il faut le faire dans des environnements protégés où, moi, je sais pas que j'ai voulu ouvrir ma vulnérabilité et on était dans un bar tous bourrés. Je me suis pris, évidemment, c'était pas l'endroit pour le faire, mais à un moment, l'alcool m'a permis d'oser déposer quelque chose. Je l'ai bien regretté, quoi. Ouais. Je ne recommande pas. Buvez des jus de fruits. Enfin, faites la fête, mais quand vous êtes bourré, c'est peut-être pas le bon moment pour aller s'ouvrir, quoi. Oui, et puis l'humilité et la sagesse par rapport aux maîtres d'arts martiaux, effectivement, c'est un bon exemple. Après, la vulnérabilité à outrance. Après, peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord sur les mœurs actuelles, où on a aussi de l'autre côté une déperdition du côté masculin, je pense. Bon, on en avait déjà discuté avec Guilhem Caïsac. On vous invite à aller. Elle n'est pas finie, cette émission. Elle n'est pas finie, on la reprendra très bientôt. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un beau travail, mais ce n'est pas l'objet de cette émission, mais à réhabiliter le masculin. Parce que quand tu vois les Zuckerberg et tout qui disent « Ouais, maintenant je suis un homme, je suis musclé, j'ai une chaînette, une montre à 900 000 euros et en fait la violence c'est bien », mais oh là là, il y a vraiment tellement à réexpliquer sur le pouvoir du masculin qui est pas non plus un gros mot, quoi. Tout à fait. Pour les artisans de la paix, on a aussi des croyances limitantes. Donc bon, on cherche à exister au travers du regard des autres. La séduction, qui est le seul moyen d'entrer en relation. Il ne faut pas avoir qu'une seule occupation. On est toujours un petit peu peut-être dispersé, dissipé. Le fait d'exister à travers ces relations, si tout le monde va bien, je peux prendre soin de moi et personne n'est toxique. Donc on peut se laisser happer très rapidement. Ouais, c'est lié à leur blessure d'abandon. Et donc, effectivement, on devient vite dépendant ou contre-dépendant. Ça veut dire qu'un artisan de la paix, souvent, si ça va pas bien dans son couple, ça va pas bien aller pour eux. D'ailleurs, moi, je connais beaucoup de femmes qui sont sauveuses par rapport à leur mari, qui trouvent pas leur voie dans leur vie, et c'est elles qui gèrent tout. Et à un moment, quand elle va prendre un peu soin d'elle, l'autre est tellement dépendant que non, ça va pas. Ou il y en a qui font la technique inverse. Ça veut dire qu'ils s'assument complètement tout seuls, mais qui rendent plein de gens dépendants d'eux. Ouais. Et donc, le challenge de l'artisan de la paix, justement, ça va être de traiter cette blessure d'abandon pour se mettre déjà en priorité, sans envoyer tout le monde chier, mais justement de rééquilibrer. Si tout le monde vient boire chez vous, soyez source. Et souvent, c'est pas évident ce travail à faire pour les artisans de la paix parce que quand ils rééquilibrent les relations en se disant moi je vais me mettre en relation seulement quand il y a du donner et du recevoir, il y a des gens qui venaient juste prendre et on les voit plus jamais. Et comme eux fonctionnent à l'émotionnel et à la relation, ils se disent waouh, est-ce que j'ai pas un peu cher payé ça? Ou waouh, en fait notre relation c'était que en fait une fois que j'ai un peu changé et que je suis moi-même, je te vois plus du tout. Ça va être beaucoup plus compliqué pour des gens qui souffrent de la blessure d'abandon. C'est les plus emprunts à se faire vampiriser énergétiquement? Oui, autant les passeurs, ils peuvent se faire squatter par des entités. Alors, on peut tous se faire vampiriser énergétiquement, mais eux, quelque part, ils sont déjà à cœur ouvert. Et donc, un des conseils qu'on leur donne souvent, c'est de faire attention à leurs lunettes roses, parce que comme ils voient la vie en rose et ils voient les talents cachés, les bons côtés de chacun, parfois, s'ils invitent un pervers narcissique ou un manipulateur dans leur vie, ils vont en souffrir, quoi. Peut-être les visionnaires sont moins susceptibles comme ça de se faire vampiriser parce que eux, du coup, leur mécanisme de défense, c'est plutôt la persécution. Eux, le risque, c'est qu'ils se mettent tellement déconnectés, tellement au pôle Nord qu'ils ressentent plus rien. Ou au contraire, qui deviennent un peu arrogants parce qu'ils ont tellement cette connaissance qu'ils vont, tu vois, te lâcher juste en public la petite réflexion où tu passes pour un idiot. Et donc, voilà, c'est vraiment une question de réglage de capteur entre je ne vois rien ou je suis complètement parano. Ça peut arriver souvent sur les artisans de la paix. C'est avant, je m'occupais de tout le monde et maintenant, allez tous vous faire voir. Maintenant, je pense qu'à moi. Ok,
c'est vraiment un réglage à faire et pour eux, ça va être plus compliqué, quoi. Oui, pardon, je disais visionnaire, mais je pensais au suivant. Les bâtisseurs seront peut-être un petit peu Oui, moins susceptibles de se faire. c'est eux qui sont Ok, dans la persécution. D'ailleurs, C'est eux qui sont dans la personne. on Ouais. allait, on ouais. allait y venir, puisqu'on va parler maintenant des bâtisseurs qui sont, eux, dans le dur, dans la matière, hein. C'est des bonhommes, quoi. Oh ouais, c'est des bonhommes. Oh, Ça peut être des femmes, bien entendu. Alors, bah, évidemment que oui, c'est des sûr. bâtisseuses. oui, alors bon, là on parle de persécution, de trahison. Bien entendu, là il faudra favoriser la franchise, être direct et sans agressivité. Attention, sinon il y a bagarre. Soyez concret et transparent, c'est ce que tu nous conseilles. Il faut faire attention à leur puissance, s'assurer qu'ils sont moteurs et non destructeurs. Il faut définir avec eux notre territoire, hein, pour pas qu'ils empiètent sur celui-ci, si je puis dire. Et ne pas les laisser inoccupés. Donc, moi, je les vois un petit peu comme des enfants. Alors, donc je vais d'abord revenir sur le bonhomme, hein, parce que j'ai choqué Tamara, mais c'était pas le but. Moi, je plaisantais évidemment, mais c'est vrai que souvent, moi, j'ai beaucoup de femmes en séminaire qui ont du mal avec ce côté bâtisseur. D'ailleurs, un truc rigolo que si jamais à un moment vous lisez le livre ou si vous regardez des vidéos sur les familles d'âme, un truc qui peut vous aider à identifier votre famille d'âme, c'est si à un moment vous vous dites « Ouais, mais Bruno, je trouve qu'il se moque un peu des bâtisseurs » ou « Je trouve qu'il se moque un peu des artisans de la paix », etc. Quand j'ai coécrit le premier livre, à un moment, on s'est dit, avant de le proposer, on se dit, peut-être que nous, en fait, on a un problème avec les bâtisseurs, par exemple, et donc peut-être qu'en fait, sans s'en rendre compte, inconsciemment, on les a chargés. Et donc, on a fait lire le livre à plein de gens dont on connaissait les familles d'âme et de toutes les familles d'âme pour voir, tiens, est-ce qu'à un moment, on n'a pas été trop dur avec les visionnaires ou quoi. Donc, on a fait lire ça à 30 ou 40 personnes. La moitié nous ont dit, non, ça va, vous êtes bien. Et il y a quand même une vingtaine qui nous ont dit « Oui, vous avez été très dur avec une famille d'âme. » Et sauf qu'en fait, c'était pas toujours les mêmes. Donc, si 20 nous avaient dit « Vous êtes trop dur avec les visionnaires », là, on savait qu'on faisait fausse route. Mais par exemple, il y en a qui disaient qu'on était trop dur avec les bâtisseurs, d'autres avec les artisans de la paix, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, mais en fait, ceux qui nous disent on est trop dur avec les bâtisseurs, c'était des bâtisseurs. Et c'est vrai que parfois les bâtisseurs, ils nous disent ouais, mais vous les décrivez comme des enfants colériques ou comme des gros bourrins ou comme des rentre-dedans. Et moi, j'ai eu souvent en séminaire. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez vraiment une sensibilité, que vous trouvez qu'on n'est pas assez honnête avec une famille d'âme, c'est probablement que c'est la vôtre parce que vous avez une sensibilité par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai souvent des femmes qui ont du mal avec ce côté bâtisseur parce que la société, parfois, comme elle veut distribuer les émotions, hein, la colère pour les hommes, la tristesse pour les femmes, ce qui est évidemment totalement erroné, elle va parfois vouloir distribuer les familles d'âme aux différents genres. Et donc, ça peut créer justement des histoires de familles d'âme d'adoption. Et donc, les bâtisseuses, parfois, elles me disent, ouais, mais j'ai un peu peur de ce côté puissant. Moi, j'ai beaucoup de bâtisseuses qui ont du mal en disant, mais non, t'es bâtisseuse, t'es entrepreneuse, c'est ton essence. Et puis, quand on discute, on se rend compte qu'en fait, elles ont une folle énergie, elles font plein de trucs, mais parfois, la société vont leur dire, non, mais toi, tu dois plutôt être là pour materner et pas lancer une boîte alors que c'est ce qu'elles rêvent de faire. Et donc, les bâtisseurs, c'est pas nécessairement des enfants, mais ils vont avoir, pour eux, quand ils vont pas bien, ils vont avoir un peu ce réflexe de la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, ils vont avoir tendance à être plus rentre-dedans, être plus dans le jeu du persécuteur, à taper du poing sur la table, à dire quand ça va pas, etc. Du coup, ce qui fonctionne bien avec les bâtisseurs, c'est être direct. Si vous êtes trop poli, trop à mettre les choses, alors ne t'énerve pas, mais je voudrais te dire, sans t'énerver, qu'il y a un truc important pour moi, le bâtisseur, là, déjà, il va dire, non, mais tais-toi, accouche, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai été plutôt élevé à mettre les formes et tout, et j'ai appris à parler le bâtisseur, et en fait, mais c'est rafraîchissant de ouf, quoi. En disant, bon, à la réunion, là, t'arrives toujours 10 minutes en retard, c'est vraiment pénible. Bah ouais, ok, je vais faire attention. Il y a une partie de toi qui est là. Ah bon, ça peut être aussi simple que ça, tu vois, tu vas pas me le faire payer. Bah non, au moins toi, tu me dis les choses. Les autres, je comprends pas. Et donc, il y a un côté rafraîchissant. Alors, être direct veut pas dire leur rentrer dedans, parce que jouer à la bagarre avec un bâtisseur, on va souvent en perdre. Et ce côté poussé à l'extrême, ça montre un peu le travail qu'ils ont à faire sur eux, s'ils ont envie. C'est les bâtisseurs, souvent, ils sont construits dans la rage. C'est pas rare d'avoir des enfants qui ont failli être avortés ou d'avoir des orphelins ou des gens abandonnés. Et souvent, ils se sont construits dans le combat, dans la rage de vaincre, dans la rage de réussir. Mais à un moment, ils ont un peu trop acquis et quand il n'y a plus de combat, parfois ils créent un combat.
Combien de fois il n'y a pas deux managers en équipe qui sont en train de se battre ou deux amis dans une bande d'amis qui disent tu choisis, c'est eux ou moi. Et donc, ce qu'ils vont devoir apprendre à un moment, c'est être un peu dans cette force tranquille du maître d'arts martiaux et de pas nécessairement toujours être dans le combat parce qu'au final, parfois, c'est eux qui créent dans le combat. Quelqu'un va les contredire et il va se dire OK, lui, il est contre moi. C'est un dilemme qu'ils aimeraient bien mettre, les bâtisseurs, c'est avec moi ou contre moi. Non, c'est pas juste blanc ou noir, la vie, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut avoir, qu'ils vont, eux, devoir apprendre à jouer. Mais ils ont vraiment ce côté direct. Par exemple, leur don, c'est des gens très instinctifs. Et parfois, on pourrait avoir un visionnaire dans une société, on a fait passer 3 entretiens à cette personne, on pense que ce sera une bonne personne pour travailler avec nous. Et le directeur qui est bâtisseur, tout de suite va dire non, lui je le sens pas, on l'engage pas. Et en fait, il a raison parce que son instinct, il a capté quelque chose, mais qui peut pas expliquer mentalement avec les autres. Donc c'est vraiment des gens qui ont une grande puissance, mais qui doivent apprendre à la doser. Alors c'est très intéressant de suivre ta formation et d'en savoir un peu plus parce que quelque part on va finir par parler plusieurs langages différents et très certainement mieux s'accommoder dans la vie quotidienne et dans nos missions, quelles qu'elles soient, dans nos environnements, quels qu'ils soient aussi également, et finalement s'entendre mieux avec tout le monde. C'est ça, en fait, les familles d'âmes, c'est un peu comme un buffet à volonté. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'en connais qui m'ont déjà dit, écoute, tes âmes, tes trucs, là, ça me parle pas du tout. C'est des bâtisseurs, un bâtisseur qui m'a dit ça. Par contre, je dois bien reconnaître que c'est efficace pour travailler avec mon équipe. Donc, les bâtisseurs, ils aiment bien le concret. Ça fonctionne. Lui, quand je le parle de la mission de l'entreprise, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est utile qu'on l'avait jamais bien défini, je sais qu'il est à 100% avec moi. Elle a l'air un peu bloquée, un peu lunaire, elle est visionnaire, mais par contre, je sais que dès qu'elle a une intuition, il faut que j'arrive à l'entendre parce que ça nous fait gagner parfois des années de travail. Et donc, c'est ça, quoi. Les familles d'âmes, tu peux dire, parce que parfois les gens me disent, ouais, mais à quoi ça sert? Ça dépend ce que vous voulez mettre en place dans votre vie ou si vous voulez changer quelque chose, etc. Ça peut être utile pour plein de choses. À vous d'aller picorer. Et donc, c'est vrai que juste pour communiquer, une fois que je sais parler le bâtisseur, l'artisan de la paix, le visionnaire ou le passeur, même si je suis dans une association, dans un comité de quartier, ça va être hyper utile. Si à un moment, je me rends compte que le bâtisseur prend toute la place ou qu'il y a un visionnaire qui est très intelligent, qui fait un discours universitaire mais qui intéresse personne parce que c'est des bénévoles, ça permet tout de suite de faire que les choses fonctionnent mieux. Ceci étant dit, Bruno, moi, j'arrive toujours pas à m'identifier à une des catégories, à une de ces familles. Et je vais te poser 2 questions. Comment peut-on identifier sa famille d'âme à travers des exercices ou des réflexions personnelles? Et quels conseils pourrais-tu donner à quelqu'un qui hésite entre 2 familles d'âme ou entre toutes les familles d'âme? Parce qu'on peut se reconnaître un peu partout, visiblement. Mais c'est ça, il y a des gens qui peuvent dire, OK, moi, je me reconnais dans la blessure du visionnaire, je me retrouve dans le jeu de pouvoir plutôt du bâtisseur. Et puis, en fait, la mission de vie, je me sens vachement artisan de la paix. Oui. Alors, déjà, rien que de regarder cette vidéo, c'est déjà un bon travail que vous faites parce que un premier conseil, c'est soyez attentif à vos ressentis. Il y a peut-être parfois, vous avez senti une émotion venir. Peut-être que ça fait 1h30 que vous êtes dans votre mental en train d'essayer de comprendre qui vous êtes comme famille d'âme. Ça vous donne une information. Peut-être que vous avez vu dans une vignette YouTube famille d'âme et que vous avez senti que vous deviez être là. Vous sentez bien dans les exemples-là qu'on peut être dans des différentes dimensions. Et donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, j'ai une playlist YouTube, on pourra peut-être la mettre, ou vous la trouverez si vous cherchez sur YouTube, de vidéos qui décrivent les familles d'âme. Mais vous pourriez regarder ces vidéos où là, en 5 minutes, on décrit vraiment le modèle d'une famille d'âme et de voir ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a une émotion qui vient? Vous pourriez même les utiliser comme des méditations. Vous pouvez aussi lire des livres et voir ce qui se passe au fur et à mesure de la lecture. En tout cas, mon premier conseil, c'est de taper dans les différentes dimensions, d'essayer de faire des exercices corporels plutôt liés à l'émotion, des méditations, réfléchir, parce qu'il y a probablement des dimensions où ça va apparaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est parfois il y a des gens qui résistent, et donc c'est toujours intéressant de voir comment vous résistez. Quelqu'un qui va me dire, imaginons vous êtes passionné des familles d'âme et vous en parlez à une amie ou à votre compagne ou compagnon. Quelqu'un qui va dire les familles d'âme, voilà, ça c'est une réaction typique de bâtisseur. Bon, ça je m'en fous, je passe à autre chose.
Quelqu'un qui va vous poser 20 questions. Attends, parce que les chakras, ça, je sais que on en parle en yoga, et qui va vraiment vouloir creuser le sujet et qui limite, voilà, ce sera plutôt visionnaire. Moi, je dis toujours, un visionnaire, il va mieux parler des familles d'âmes que moi. Il aura été lire Marie-Lise La Bonté, il aura été lire les chakras, la Bible, etc. Et il va faire des liens et des trucs, et peut-être en créer un nouveau modèle. Ça, c'est des trucs qu'ils adorent. OK, on est plus dans l'énergie du mental. Quelqu'un qui va être plutôt dire bah écoute, si ça te fait plaisir pour toi qu'on fasse un séminaire famille d'âme, pourquoi pas. Ben là, on est plutôt dans l'émotionnel. Ou quelqu'un qui va dire bon, je sais pas ce que je fais là, mais je sentais que je devais être là. On est peut-être plutôt dans l'émotionnel. Et donc après, il faut faire un minimum de travail. Pour certains, et moi je les envie, c'est très simple. Pour d'autres, un peu plus. Mais à un moment, il faut moins faire un pas en avant. Quelqu'un qui est trop dans les objections, etc., ou dans le oui mais, on peut déjà quand on utilise le on peut être tout. Il faut pas mettre les gens dans les boîtes. Ben, on sent que ces gens-là sont pas dans un chemin de découvrir leur famille d'âme et grand bien leur face, quoi. Mais donc voilà. Donc ça, c'est le premier conseil de taper un peu dans les différentes dimensions. Sur mon site familledame.com, vous trouvez aussi des articles avec des exercices qu'on peut faire gratuitement. Si on hésite entre les deux, alors pour moi, le mieux, c'est soit de faire une formation, soit d'aller dans un atelier. L'avantage, c'est qu'il y a plein de gens en Europe, au Canada, en Suisse, qui font des ateliers sur les familles d'âmes. C'est vraiment quelque chose que moi, je soutiens. D'ailleurs, si vous êtes fan des familles d'âmes, créez vos ateliers. Il y en a qui font ça en famille. Et pour moi, là, vraiment, moi, j'hésitais dans tout. Moi, c'est vraiment de faire des ateliers, de faire des exercices, d'être avec des gens qui a été le plus utile. Donc, si vous pouvez faire ça, c'est utile parce qu'il y a ce que l'animateur va vous dire, mais aussi ce que le groupe vous renvoie. Quand vous êtes persuadé d'être un truc et quelqu'un que vous connaissez pas vous dit, mais moi, j'ai déjà eu ça en séminaire, quelqu'un qui dit, madame, moi, quand je vous vois, je vois un phare avec une belle lumière jaune. Et en fin de journée, on a découvert que cette dame-là, elle était artisane de la paix jaune. Mais tu vois, c'est fantastique. Il y a rien qui peut expliquer ça, mais les gens te renvoient des choses ou les circonstances. En fait, ça fait 3 fois que j'annule. Ou en fait, c'est moi ce que je dis souvent, et t'as même les coachs les plus rationnels qui aident les gens à changer de vie, qui te le disent. Quand tu veux changer quelque chose et que c'est juste pour toi, la vie t'accompagne. Et c'est vrai que ce soit un changement professionnel, aller découvrir ta famille d'âme, etc., on reçoit des signes, il se passe des choses. C'est pas explicable, mais finalement, qu'on appelle ça instinct, intuition, connexion à son guide, peu importe, il y a des choses autres que du pur raisonnement mental qui nous amènent des informations. Et quelque part, peu importe d'où ça vient, arriver à les identifier, la fameuse petite voix qui vous parle de temps en temps, arriver à identifier ça et à le mettre en place sans tout plaquer, démissionner et vous mettre en danger, mais en essayant ce genre de choses et voyez ce que ça donne, parce qu'il y a moyen de le tester dans un hobby sans vous mettre en difficulté, etc. Et là, je vous garantis qu'il y a des choses fantastiques qui vont se passer. Mais c'est vrai que de faire des exercices en groupe, et c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui n'y croient pas du tout, mais qui sont curieux. Évidemment, si vous avez une personne qui est là pour tout casser, ça n'ira pas. Mais d'avoir des gens sceptiques, des gens qui fonctionnent pas comme vous, ça va être hyper intéressant. Mais tout part de l'envie de la personne, ou en tout cas du souhait de changer quelque chose ou de vouloir régler un problème. C'est peut-être le moyen, Tamara, de commencer à développer notre partenariat ? Mais bien sûr, parce que Bruno, il a cette modestie et cette humilité, donc il vous donne plein de pistes, et on le retrouve aussi dans ses ouvrages et dans sa formation. Il n'hésite pas à citer ses sources, à vous donner des tonnes de références en termes de bouquins, en termes de films. Enfin, c'est quelqu'un, Bruno, qui a cette générosité, cette modestie et cette humilité. Donc, il le dit pas lui-même. Je vais le dire à sa place, si vous êtes intéressé par les familles d'âmes. Et surtout, si vous cherchez à creuser un petit peu plus loin, à dire, mais j'appartiens à quelle famille? Je suis qui? Je vais où? C'est quoi ma mission? Vous avez absolument tout dans sa formation, avec également de la théorie, mais aussi des exercices pratiques. Donc, la formation, elle est vraiment très complète et très pragmatique. J'ai pu lire, ça c'est le côté un petit peu professionnel, que la formation de Bruno, elle a été faite pour parler absolument à toutes les missions d'âme. Donc, que vous soyez bâtisseur, artisan de la paix, visionnaire, passeur, et pourquoi pas les sages aussi. Bruno s'est appliqué à avoir le langage qui va être audible par tous, et ça, je trouve, c'est une très grande qualité professionnelle de s'adapter à tous les auditeurs. Dans le cadre aussi de ce partenariat, alors là, plus rien ne vous y arrête.
vous avez droit à 30% de réduction immédiatement sur la formation de Bruno, donc les familles d'âmes, avec le code visionnaire. Par contre, ne tardez pas trop parce que cette promotion elle est valable que jusqu'au 7 septembre. Je vous invite vraiment à y aller. Là, vous avez un packaging complet, comme on l'a dit, avec aussi d'autres outils et d'autres approches telles que les triangles de Karpman et plein d'autres choses à découvrir ou à revisiter. Et une approche qui vous permet vraiment pas à pas. La formation est très digeste. Ça vous permet vraiment pas à pas de pouvoir mieux vous connaître et puis mieux lire aussi votre entourage, que ce soit au sein du couple, que ce soit au sein de la famille. C'est vrai qu'on n'a pas développé tout cet aspect-là, mais c'est extrêmement riche. Et comme les éditions Très Daniel ont encore été très généreux avec nous, il est temps de vous annoncer le cadeau. Encore une fois, il y a un jeu gratuit. La date de limite de participation, c'est le 25 mai 2025. Donc, on a encore un petit peu de temps, mais c'est quand même dans pas longtemps. Alors, tentez votre chance pour gagner 3 formations gratuites à choisir sur tout le catalogue Très Daniel Formation. On vous met le site dans les liens épinglés sur notre newsletter, sur le site Âme Dessine, bien entendu. Et vous pourrez gagner 20 ouvrages de Ma famille d'âme pour guide, passeur, visionnaire, artisan de la paix, bâtisseur ou sage. Devenez qui vous êtes vraiment. Il s'agit simplement d'inscrire votre mail à l'adresse qu'on va vous fournir. Alors, on a eu beaucoup de gens qui ont été très contents, très satisfaits du dernier jeu concours qu'on avait fait avec David Mogiel. Il y a eu beaucoup de retours. C'est quand même super généreux. Là, avec un jeu en participation gratuite, il y a 20 ouvrages qui sont offerts. C'est pas rien. Ouais. Et puis 30% sur la formation, c'est pareil. Ça la rend vraiment accessible. Donc, bien sûr qu'ils sont contents. Je voudrais juste dire un mot sur la formation. C'est que pour moi, c'était important que dans la formation, vous allez trouver des choses qu'il n'y a ni dans les livres, ni sur mon site, ni dans cette émission. Pour moi, par respect pour les gens qui suivent la formation, c'était important qu'il y ait aussi certaines choses, notamment des exercices qui soient exclusifs, quoi, si j'ose dire. Alors moi, je voulais te demander maintenant, Bruno, quels sont les pièges, les écueils à éviter lorsqu'on découvre sa famille d'âme? C'est vrai qu'il y a des choses, selon moi, qu'il faut éviter de faire. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de mettre les gens dans des boîtes. N'utilisez pas les familles d'âme pour poser diagnostic et réduire les gens à leur famille d'âme. De dire, vous les bâtisseurs, de toute façon, vous êtes des rentre-dedans, et vous les artisans de la paix, si on vous fait pas un câlin, ça va pas. Ça, ce serait jouer le jeu du persécuteur en utilisant votre connaissance des familles d'âme. Donc, pour moi, la famille d'âme, c'est des outils supplémentaires. Il y a d'autres outils. On n'est pas que ça. Donc voilà, éviter de réduire les gens à ça. Et faut aussi garder une certaine humilité, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un va dire, écoute, moi je suis passeur, je suis connecté au truc, donc je te dis c'est comme ça. Et aussi pour tous les accompagnants, que ce soit les psychologues, les gens qui font des ateliers famille d'âme, etc. Laissez faire vos clients, vos patients, peu importe. J'aime pas trop le mot patient parce que les gens sont pas malades, mais clients, c'est vrai que ça fait très capitaliste, mais les gens que vous accompagnez, laissez-leur faire la moitié au moins du travail, quoi. Parce que oui, je pense qu'avec un pendule, on peut identifier la famille d'âme de quelqu'un, mais est-ce qu'il a cherché, est-ce que ça a du sens pour lui, voilà. Donc ça serait aussi mon conseil, rester du côté clair de la force. Et voilà, et évidemment, bon, c'est un conseil que je donne souvent aux passeurs, mais qui est utile pour tout. Parfois, il y a des gens qui adorent la spiritualité et personne n'en parle. Et puis, quand quelqu'un vient en parler, il tombe un peu sous emprise. Donc, faites attention aux gourous. Je vais pas dire à pas tomber dans une secte, mais en tout cas, pour moi, si on vous demande des faveurs sexuelles ou énormément d'argent, c'est qu'il y a un risque. Et faites attention vous-même à pas devenir gourou parce que, peut-être que vous amenez un modèle et que, moi, la personne qui m'a amené ce modèle-là, ça a changé ma vie, quoi. Donc, faut pas non plus mettre les gens sur un piédestal et faites attention de ne pas non plus tomber sous emprise, quoi. Donc, restez bien ancré, quelle que soit votre famille d'âme. Restez les pieds sur terre, mais restez aussi ouvert parce que, il y a plein de choses qu'on n'utilise jamais et qui peuvent énormément vous aider. Est-ce que tu as déjà envisagé, et si oui, comment l'as-tu envisagé, l'intégration de ce concept des familles d'âme au sein de l'éducation, par exemple, nationale peut-être, ou dans le monde professionnel éventuellement? Alors, c'est déjà en cours. Hein. Moi, parmi des clients, j'ai des directeurs d'école, j'ai même des gens de la police. Enfin, je veux dire, les gens qui viennent. Écoute, j'ai même eu... des profileurs aussi, éventuellement?
Des profileurs, alors tu sais, c'est touchant parce que les gens qui sont de la police, quand on dit quelle est votre profession, etc., ils s'excusent presque, tu vois, tellement ils peuvent être mal vus, alors que moi j'avais un commissaire de police qui était artisan de la paix vert, j'étais là, mais heureusement qu'il y a des gens qui font ce métier-là, quoi. Alors j'ai pas encore eu de profileur, ou alors ils me l'ont pas dit, mais c'est vrai que voilà, tu peux avoir plein de professions qui sont là. Oui, est-ce qu'on peut miser sur une intégration de cette grille de lecture au sein des strates éducatives déjà, et puis pourquoi pas professionnelles, hein. Donc c'est déjà le cas parce que j'ai des directeurs d'école et je sais qu'ils utilisent ça parfois dans leur classe ou dans leurs équipes. En fait, moi j'adore Cyril Dion, celui qui a fait le livre de main, et dans son livre Petit manuel de résistance contemporaine, il dit que c'est dommage que l'école ne soit pas... En fait, à l'école, tu n'apprends pas la connaissance de toi, tu n'apprends pas tes passions, et t'apprends pas non plus vraiment ce qui peut être possible. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui, il y a 12 ans, m'a fait découvrir tout ce qui est enseignement alternatif, des choses comme Montessori, qui est souvent moqué, mais en fait, il y a énormément de choses, comme le travail fantastique que fait Céline Alvarez. Et en fait, là, ça te donne une vision du monde fantastique, parce qu'il y a plein de gens qui créent des écoles alternatives et qui sont pas des bobos allumés, c'est vraiment des gens qui ont énormément de mérite parce que ils sont pas aidés beaucoup par l'éducation nationale et ils lancent des choses et souvent ils sont moqués. Nous, on a décidé de mettre nos enfants dans des écoles comme ça et on a même découvert des écoles, ce qu'on appelle en Belgique les écoles communales, c'est-à-dire des écoles d'État, donc de l'école publique, quoi, si tu veux, et qui mettent en place, alors peut-être pas les familles d'âme, mais en tout cas plein de principes d'éducation fantastiques. Et pour moi, c'est un des gros challenges et c'est déjà fait, je pense, au Canada ou dans les écoles scandinaves. Faut vraiment que les enfants, on puisse les aider à qu'ils puissent exprimer leurs besoins. Alors, le challenge aussi, c'est quand tu fais ça, ça renvoie au problème des parents, tu vois. Mais donc, il y a plein d'outils et les familles d'âme peuvent être utilisées, ne fût-ce qu'en montrant le triangle dramatique, en parlant des missions de vie avec, tu vois, dans les... Herzberg, dans les années 60, parlait des aspirations profondes. Hein, et quand tu parles de ça en entreprise, tu dis, c'est ça la fameuse crise de la quarantaine. Hein, j'ai une belle voiture, j'ai un beau métier, tout le monde dit que j'ai réussi dans la vie, mais j'ai quand même une sensation de vide alors que je suis en bonne santé. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out. Donc, au plus tôt on arrivera à faire ça, et on compte sur les bâtisseurs pour ça. Voilà, il y a énormément de choses. Moi, je sais que l'école, mon fils qui a 12 ans, je pense qu'à 12 ans, c'est le collège, on dit en France. Oui, oui. Mmh. Voilà, les profs là-bas, ils font appel à tous les gens qui sont dans les métiers du bien-être, du sport et tout, pour qu'ils viennent faire des petits ateliers. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont déjà en place, mais au plus, moi j'ai montré à mes enfants un livre qui s'appelle La couleur des émotions. C'est génial, quoi. Ça t'apprend aux enfants très tôt à nommer leurs émotions. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui existent. Donc, pour moi, c'est totalement compatible avec l'enseignement. C'est juste, il faut l'amener de la bonne manière, pas de façon que ce soit moqué, pas de façon peut-être trop ésotérique ou trop perchée parce que ça va peut-être fermer certaines portes. Or, les familles d'âme, c'est un outil qui est hyper utile, quoi, et qui est justement applicable à plein de choses. Moi, je l'ai appliqué à mes enfants. Le hasard a fait que j'ai 4 enfants qui sont chacun d'une famille d'âme différente. Ça a été hyper utile. Par exemple, un petit truc, c'est que l'enfant qui vous énerve le plus, souvent, c'est celui qui est de votre famille d'âme parce qu'il vous renvoie en miroir vos travers à vous. Donc ça, c'est toujours très rigolo. Donc oui, pour moi, il y a clairement une place dans l'enseignement. Alors, je réitère ma question. Ça fait un petit moment qu'on échange tous les trois. Quelle famille d'âme nous attribuerais-tu spontanément? À moi et si je devais avoir une piste pour toi, je dirais visionnaire, en sachant que je suis pas, j'ai pas la, ça peut m'arriver de me tromper, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui cochent toutes les cases et qui finalement sont autre chose. Ce qui me mettrait la puce à l'oreille, c'est tes interventions par rapport au visionnaire, etc., ton ton de voix. Je crois que j'avais eu Tamara au téléphone et je disais « Ah, mais j'adore son ton de voix, Rudy. » J'avais regardé des vidéos de vous. Je trouve que ta voix, elle ressort, quoi. Donc, peut-être de la gorge. Ça peut être une caractéristique liée à une famille d'âme, ça? Oui, souvent, les visionnaires de la gorge. Moi, par exemple, j'avais un visionnaire de la gorge.
pendant tout le séminaire, les gens disaient, il parlait comme ça, tu vois, vraiment avec une petite voix, où tu as beaucoup de chanteurs, tu vois, Carla Bruni, je pense qu'elle est visionnaire de la gorge, tu vois, elle était mannequin. Il y a beaucoup de mannequins qui sont visionnaires parce qu'ils n'aiment pas être trop sous le feu des projecteurs, les visionnaires, mais quelque part, quand t'es mannequin, t'es sous le feu des projecteurs avec une robe qui représente quelqu'un d'autre. Et donc, quelque part, pour eux, c'est plus facile. En plus, Carla Bruni, quand tu l'entends chanter, c'est para, para, para. Enfin, tu vois, c'est, c'est mon hypothèse, hein, je la connais pas. Donc, si j'avais une hypothèse, moi, j'aime parler en termes d'hypothèse, je dirais visionnaire, mais après, c'est à toi à voir, quoi. Et Tamara? Tamara, je ne sais pas trop, comme on a moins échangé. J'hésiterais entre artisan de la paix et passeuse. Quand j'avais vu Tamara, moi je voyais âme, mais après, voilà, c'est peut-être moi aussi. Mais je ne sais pas si toi, Tamara, il y a déjà une famille d'âmes qui résonne plus pour toi, vu que tu as fait la formation. Oui. Après, tu n'es pas obligé d'en parler sur antenne. Hein, Non, mais je crois que les auditeurs, à force, ils nous connaissent un petit peu aussi. On est aussi dans la transparence et dans ce jeu de faire tomber les masques et toutes les illusions avec Rudy. Donc, aucun problème. Oui, clairement passeuse, de par mon métier, de par mon enfance. Là, ça m'a permis justement cette formation d'aller exactement comme tu le disais, de regarder derrière, de se dire oui, tout à fait. Alors, si j'avais des doutes, il n'y en a plus. Oui, et un petit peu comme on le disait dans l'émission, oui, et il y a aussi, les auditeurs me connaissent comme étant distributrice de chamallows, c'est-à-dire plutôt l'artisan de la paix qui distribue des câlins, qui voit le monde à travers des lunettes en forme de cœur rose. Donc c'est pas si scindé que ça. Et en sachant qu'on a besoin des bisounours, des chamallows et des cœurs roses, hein, parce que c'est vrai que souvent la bienveillance et tout, tu vois, c'est... Ok, donc t'hésiterais entre ces deux-là alors? Ah bah des chamallows, on en a à foison hein, avec Tamara, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a aussi cette connexion, et ce lien avec la spiritualité, avec l'intuition, et puis de toute manière, elle exerce une pratique qui laisse pas beaucoup de doutes. Oui, je fais des lectures d'âme, donc la médiumnité est aussi présente depuis la naissance, donc bon, c'est quand même un peu inscrit. Alors moi, je voudrais finir par rapport aux bâtisseurs, parce que quand on voit leurs traits, effectivement, ils sont très caractéristiques. Puis moi, ça me fait penser à des traits très reptiliens, quelque part, sans les juger. On rappelle qu'il n'y a pas de hiérarchie, puisqu'on commence du bas pour aller vers le haut, donc on est toujours un peu tenté de hiérarchiser tout ça. Il y a des qualités et des défauts dans chacune des familles d'âmes. Mais moi, je voudrais parler principalement des dominants, de ceux qui gèrent le monde actuellement et qui nous mènent vers une certaine déchéance. On ne va pas se mentir, hein. Oui, on peut être optimiste dans l'absolu, mais dans le concret, pour l'instant, tout va mal. D'un point de vue géopolitique, d'un point de vue... Tout va mal si tu regardes le JT. Si tu regardes ce qu'on te montre au JT, là, c'est sûr que... Oui, mais si on s'ouvre à notre entourage, à notre voisinage, à la nature, à tout plein de choses qui nous appartiennent, oui, tout va bien. Je veux dire, moi, je vis dans une des plus belles régions de France. Le soleil est de retour. Voilà, on est bien, on marche sur nos deux jambes, effectivement. Nos enfants vont bien. On se porte bien, on est en bonne santé, certes. Mais si on veut s'intéresser à la situation économique... Pas que économique, hein. Bah, moi, je vois ça de façon très... mais après, on traitera les dominants, hein, mais de façon un peu polarisée. Ça veut dire que moi, je vois ce qui se passe pour le moment. C'est comme si le monde d'avant devenait de plus en plus absurde et était en train de s'écrouler. C'est vrai que quand tu vois un Trump, comment tu veux encore avoir du respect pour les politiciens? Ou ce qui se passe en Belgique et en France, on détourne de l'argent, on est censé être des exemples. Trump, excuse-moi, c'est parce que s'il y a eu une incompréhension avec Alexis Ambre qui n'était pas contre Trump ou contre Poutine. Moi, je tiens à le dire, attention, Trump, on n'est pas contre sur cette antenne, attention, hein, soyez bien au courant. On est apolitique, mais on n'est pas plus contre Trump que contre Macron. Bien sûr, moi je cite les gens qui font l'actualité. Hein. Oui, effectivement. Oui, parce que beaucoup de gens tapent sur Trump, ont tendance à taper sur Trump, mais il y a quand même de bonnes choses aussi qui se sont passées, notamment par rapport au réseau pédophile. C'est pas tout noir ou tout blanc. De toute façon. Et puis même, c'est un peu comme si... il joue son rôle, tu vois, sans dire du bien ou du mal de lui, mais c'est un peu comme si il montrait que tout ça, c'était une mascarade, quoi.
Tu vois, genre, ouais, maintenant, 150%. Puis, enfin, je sais pas, on dirait un mec au café du commerce. Quoi, au niveau des taxes, ouais, oui. 50%. Oui. Quoi? Allez, 100%. Mais tu sais, je sais plus où j'ai lu, moi, j'adore les bouquins de science-fiction. On croirait qu'on est dans une dystopie, mais non. C'est ce qui s'est passé avec Zelensky. Enfin, bon, voilà. Mais c'est un peu comme s'il montrait que, okay, tout ça est une mascarade. C'est comme des gens plus intelligents que moi, on appelle ça l'ère de la post-vérité. C'est comme si maintenant, bon, on tape sur les politiciens, mais c'est comme si maintenant, ils mentaient ouvertement. Tu vois, maintenant, c'est hyper facile d'avoir voilà, Macron qui dit qu'il va en réunion en Guadeloupe, qui dit tel truc, tel pesticide, il n'y a aucun problème. Et puis 3 jours après, l'Élysée qui dit il n'a jamais dit ça. Et c'est ça en permanence, tu vois. On remonte. Ouais, mais regardez, il y a un mois, vous avez dit ça. Ouais, peu importe, blablabla. Et donc, tu vois, c'est comme si tout s'accélérait. Mais ce que je voulais dire par rapport à... Donc oui, le monde actuel va mal et ça fait peur. Mais moi, je vois, et c'est pas que je suis un illuminé, mais je vois plein de gens autour de moi. Enfin, moi, c'est vrai que j'accompagne beaucoup de gens qui se réorientent, qui vont vers leur mission de vie, vers ce qu'ils aiment, qui changent de vie, et ça fonctionne pour eux. Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait le monde des institutions, le politique et tout ça, mais qu'il y avait aussi le monde des particuliers, comme notre conversation ici. Et donc, je trouve qu'il faut arriver à voir les deux choses, parce qu'il y a aussi plein de belles choses qui sont en train d'émerger. En tout cas, moi, j'en vois certaines, mais faut voir, faut aller voir les choses, quoi. Et parfois, c'est dans les petits trucs du quotidien. Moi, quand je vois certaines écoles qui sont en train de se mettre en place et tout, ça donne énormément d'espoir. Quand je vois des jeunes filles de 13 ans qui sont passeuses, qui ont une maturité et qui amènent leur chat et on fait un exercice énergétique et on découvre que les animaux ont des familles d'âme, je me dis, attends, mais elle m'a éveillé les consciences de fou. Quand je vois certains jeunes... Alors, attends. Je peux pas te laisser enchaîner parce que là, vraiment, ça fait partie des choses... J'étais déjà entendu semer cette petite graine. Ah oui. Je dis, ah non, il passera pas à travers là dans l'émission. On va prendre la loupe un petit peu. Par rapport au monde animal. Eh oui. Oui, donc, on reviendra sur les dominants après. Une fois, j'étais dans une famille, je faisais un séminaire, et à un moment, on fait des exercices énergétiques, et puis 13h, on fait la pause midi. Et donc, c'était génial, parce que comme c'était une grande famille, il y avait toutes les générations. Et il y a une jeune fille de 13 ans qui était passeuse, vu que là, on avait identifié. Elle dit, moi, je veux qu'on fasse l'exercice énergique avec le chat qui était dans les bras. Ah, je me dis, écoute, on n'a jamais essayé. Alors, je vais pas dire quel exercice, mais il se trouve dans la formation. Mais écoute, je me dis, je vais peut-être avoir l'air bête, mais allons-y. Donc, on va dehors, on fait l'exercice et il s'avère que le chat est artisan de la paix, jaune, ce qui lui allait bien parce que, tu vois, les enfants le secouaient dans tous les sens et tu vois que c'était un peu la bonne patte, le chat. Et je me dis, waouh, je sais pas quoi faire de cette info. Je rentre chez moi, je teste mon chat. Mon chat est passeur, elle est passeuse, c'est une femelle. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris un livre, elle a une caisse en carton et elle vient. Et quand j'écris plus, ou que j'ai fini un livre, elle va ailleurs, quoi, tu vois. Et en plus, elle a été abandonnée, elle est hyper peureuse, même après 5 ans, si j'éternue, tu vois, elle est encore comme ça. Donc je me dis, je vois bien la blessure de persécution. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais j'ai envie de creuser ça. Et j'ai appelé une amie qui fait de l'équithérapie. Donc, de la thérapie avec les chevaux. Donc, ils font des team building et tous les gens viennent, etc. Et je dis, écoute, je sais qu'elle connaît les familles d'âme. Écoute, j'ai découvert un truc là, c'est bizarre. Mais je sais que vous faites ça avec des chevaux. Est-ce que je pourrais pas venir tester les familles d'âme des chevaux? Ça va peut-être paraître bizarre. Bon, elle dirait que ouais. Non, mais attends, ça va peut-être... Non, on y va. Donc, j'arrive. Hasard... La tenancière du manège connaît les familles d'âmes de Diane Leblanc, connaît sa famille d'âmes, connaît Diane Leblanc, et elle a déjà un ustensile qu'on utilise pour cet exercice énergétique. Donc je me dis, ok, ça va bien se passer. Et donc on a testé toutes les familles d'âmes des chevaux, on est carrément allé dans leur énorme prairie, et ce qui était génial, c'est comme la dame connaissait le caractère des chevaux, on disait, tiens, lui, visionnaire, est-ce que ça te parle? Alors, juste pour donner un exemple, on arrive dans la prairie, il y a un cheval qui fait 150 mètres au galop, qui arrive, qui se met devant nous, genre un peu, on parlait de dominant, voilà, on aurait pu dire que c'était le mâle alpha, même si apparemment cette théorie des mâles alpha n'est pas correcte, mais bref. Et en fait, c'était un bâtisseur, et tu avais vraiment l'impression qu'il arrivait, attendez, vous êtes sur mon domaine ici, qu'est-ce qui se passe?
Et quand on débriefait du caractère des chevaux, ben, ça avait l'air d'avoir du sens. Et donc voilà, bon, ça je l'ai mis dans mon dernier livre parce que j'ai découvert ça. Moi, je travaille pas énormément avec les animaux, je sais pas quoi en faire, mais parfois, voilà, j'ai l'impression qu'on touche à peine, tu vois, le sommet de l'iceberg de ce qu'on peut faire avec les familles d'âmes. Et donc, je me suis dit, ben, je vais mettre cette info et peut-être des gens en feront quelque chose. Mais voilà, en tout cas, quand on teste avec cet exercice-là, il s'avère que, comme on a des oui et des non avec cet exercice, ben, il s'avère que les animaux ont des familles d'âmes. Et voilà, je l'ai découvert, donc je transmets et je sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais peut-être que des gens trouveront une utilité là-dedans. Ben, merci pour la parenthèse et puis ben, n'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes familier déjà avec les familles d'âmes et avec les animaux de la maison ou des autres, n'hésitez pas à avancer justement sur cette exploration et à nous partager en commentaire. Il y a peut-être Et je encore des belles précise prises de aussi conscience. n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce que vous avez peut-être une question qu'on n'aura pas abordée. Donc moi, je vais aller dans les commentaires, répondre. Moi, j'adore la conversation. Idéalement, taguez-moi si vous avez une question, mais on regardera bien dans les commentaires. Bah, un grand merci Bruno. Allez, on va finir sur cette question, cette préoccupation par rapport aux bâtisseurs. Au niveau de leur axe de travail, c'est de déposer les armes, de commencer à ressentir. Hein. Et bon, la question de la place, bien entendu, il y a ce côté persécuteur. C'est ce que j'assimilais un petit peu au côté reptilien dominant à outrance, hein, qu'on peut retrouver. Une personne qui se lance en politique, c'est invectiver l'autre, c'est rabaisser pour se rehausser en permanence, c'est mentir, c'est bien entendu n'exprimer aucune vulnérabilité, au contraire, quand bien même démasquer sous le feu des projecteurs, t'en parlais, on a des absurdités honteuses qui apparaissent de jour en jour, on est dans l'idiocratie, on n'arrive même plus à s'en rendre compte, finalement on laisse passer un peu tout maintenant, c'est devenu une mascarade, hein, un théâtre burlesque, qui n'intéresse plus personne, sauf peut-être les plus naïfs d'entre nous, continuent à garder précieusement leur carte électorale près de leur cœur. Mais alors, comment... Vas-y, continue à déposer, là, je sens que ça te fait du bien. Non, mais oui, effectivement, j'ai l'impression quand même que, même si on veut s'écarter d'une certaine hiérarchie, le plus majestueux, le plus vertueux se situe quand même en haut, hein, dans ta catégorisation. Alors... Donc non. Hein. En fait, pourquoi il y a un ordre? C'est l'ordre des chakras et c'est comme ça qu'ils sont situés dans notre corps. Oui. Donc bâtisseur n'est pas inférieur à artisan de la paix et passeur n'est certainement pas supérieur. Hein. Donc ça, j'insiste, il n'y a aucune hiérarchie. Et puis dans les missions des bâtisseurs, ce sont quand même eux qui ouvrent la voie et qui rompent avec le passé. Donc il y a peut-être les bâtisseurs d'avant et les bâtisseurs de maintenant et de demain. Oui, mais peut-être ta question sur les dominants et les bâtisseurs, alors c'était quoi, pour être sûr que j'y réponds? J'ai l'impression qu'on est au degré zéro de l'évolution. Je fais un parallèle direct avec les cycles karmiques dont parlent Cyril et d'autres personnes, qui sont liés intrinsèquement aux missions de vie. Hein. On parle après d'ascension, donc on parle d'évolution quelque part. Donc d'un point de départ et ensuite d'un point final. Même s'il n'y a aucun point final dans l'absolu. Ok, donc est-ce que les bâtisseurs seraient le niveau zéro? Faut pas se fâcher avec les bâtisseurs, j'avais déjà dit. Vaut mieux taper sur les visionnaires, tu vois, ils vont rentrer dans leur... qui fâchent, de toute manière. Bon, après, t'es un peu à distance, ça va. Hein, mais bon, dans les commentaires, ils vont pas être contents, les bâtisseurs. Non, tout le monde a son rôle à jouer par rapport à l'ouverture de ce monde. Et voilà, moi je partage pas ta vision parce que je vois aussi, tu vois, on pourrait critiquer, je sais pas, les gens sur Instagram. Ben, moi, je vois des jeunes filles de 15 ans qui arrivent maintenant à être des vidéastes, à faire de l'étalonnage et tout. Donc, moi, il y a des choses qui me donnent de l'espoir, mais il y a vraiment des choses qui posent problème. Mais bon, on va prendre l'exemple de Trump, parce que pour moi, Trump, c'est un bâtisseur qui est pas aligné. Donc, c'est vrai que les bâtisseurs, tout le monde peut être dans son travers. L'abbé Pierre, je pense que c'est un artisan de la paix qui était dans ses travers. Tu as vu le mal qu'il a pu faire. Là, on l'a vu récemment, oui. Voilà. C'était un choc. Ouais, d'ailleurs, nous, on le citait dans les artisans, enfin, tu vois, dans les personnalités d'exemple, hein, comme beaucoup de gens, quoi. Et donc, tout le monde peut être dans son côté obscur, tout le monde peut être dans ses travers. Ce qu'il y a, c'est qu'un bâtisseur qui est dans ses travers, il va faire beaucoup plus de bruit. Un visionnaire, il va plutôt se renfermer sur lui. Mais pour moi, donc Trump, je pense que c'est un visionnaire qui est dans ses travers, quand tu vois comment il parle des femmes, etc. Évidemment, tu peux pas le voir, Trump. Je veux dire, il est là depuis 3 mois, tu as l'impression que ça fait 3 ans, quoi. Tous les jours, il se passe un truc. Évidemment, vu que les réseaux sociaux, les algorithmes fonctionnent avec ce qui nous énerve,
Moi, j'avais un poste que je voulais faire, j'ai pas osé le faire, mais moi, pendant les 4 ans de Trump, le premier mandat, mais c'était vraiment c'était pénible sur les réseaux sociaux. Tous les gens disaient, et il a encore fait ça. Et il a encore fait ça. Je crois que c'est le New York Times qui avait fait une page où il listait tous ses mensonges. Oui, parce qu'il a été largement diabolisé. Je veux dire, il y a eu une campagne anti-Trump du début à la fin. Voilà, c'est ça. Mais je suis pas très raccord aussi non plus avec toi là-dessus. Si les gens sur les réseaux ou quoi parlaient de ce qui les passionne, tu vois, plutôt que ce qui les énerve, mais les algorithmes ont toujours de proposer des trucs qui les énervent. Bien sûr, oui. Tu vois, je me dis, si t'aimes pas Trump, fais pas un post tous les 3 jours sur « et il a fait ça, c'est pas bien ». Tu vois, et je dis pas que je l'aime bien ou que je l'aime pas, mais voilà, je sais pas, il s'est passé un truc dans ton village, fais un post là-dessus. Bon, ça c'est un peu mon souhait, et je me dis ici ça va encore recommencer, quoi. Et il a fait ça, et c'est pas bien ou c'est bien. Mais donc, pour moi, Madoff là, qui a détourné, qui a volé de l'argent à tout le monde, peut-être que c'était plutôt un visionnaire qui, dans l'ombre, a fait un système pyramidal et qui était aussi dans ses travers et qui a fait énormément de mal. Donc, je ne serais pas du tout d'accord de dire que les bâtisseurs, c'est le niveau 0 et qu'ils vont faire plus de mal. Une mère qui est trop artisane de la paix et qui va mettre en psychologie, dans la formation que j'ai suivie de thérapie, on appelle ça l'emprise caramel. Tu vois, la mère trop gentille, trop couvante, qui finalement va étouffer son enfant, c'est aussi mauvais. Et pareil pour le passeur qui va créer une secte et abuser des gens. Donc, voilà, il y a des dominants. Moi, ce que je pense... ma vision du grand complot mondial, c'est que les gens les plus puissants, c'est ceux dans l'ombre. C'est pas les Elon Musk, c'est ceux qui tirent les ficelles, qui se font encore plus de pognon qu'eux et dont on parle jamais. Ça, je pense, c'est vraiment les génies du mal, parce que c'est jamais eux qui vont aller au tribunal ou ce genre de choses, etc. Donc les gens ont besoin de frontmen, de gens qui ont un ego. Écoute, vas-y, on va nourrir ça, et donc ils seront là. Mais voilà, après, je n'y connais rien, donc je suis peut-être la meilleure personne pour en parler. Mais voilà, moi, mais c'est intéressant d'échanger, d'avoir des opinions différentes. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et si j'ai un conseil, c'est mettez aussi de l'énergie sur mettre de la visibilité aussi sur les choses qui vont bien, sans nécessairement mettre des œillères, parce que moi, je suis très actif, par exemple, pour comprendre le monde de la tech. Tu vois, c'est important de comprendre, par exemple, la Silicon Valley et la Chine, qui a TikTok. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez dans votre canapé avec un écran devant, parce que là, vous générez de la data et ils gagnent de l'argent. Et donc, de comprendre comment tout ça fonctionne, en sachant que c'est des outils, la technologie me permet là de parler des familles d'âmes, donc on n'est pas dans du blanc ou du noir, mais c'est important vraiment de comprendre comment fonctionne aussi le capitalisme, pour justement se positionner et faire de la résistance. Mais voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir. Parfois je me dis, oh là là, foutu pour foutu, à quoi ça sert? Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour le dire, c'est qu'on est dans un basculement, quoi. On va vers quelque chose. Alors, ça va peut-être être détirant partout. Ça, je sais pas. Mais il y a aussi plein de, tu vois, à Barcelone, ils ont à un moment élu des gens comme ça qui ne venaient pas de partis politiques, qui étaient tirés au sort. Ils ont fait des assemblées tirées au sort. Et la santé de la ville, la santé financière est arrivée. C'est ce que Macron a utilisé en faisant une super expérience, mais finalement, ils n'ont pas utilisé le résultat. L'Assemblée citoyenne, oui, j'en avais un ami qui figurait parmi les tirés au sort. Je peux te garantir que ça n'a servi à rien, mais oui. Oui, ça n'a servi à rien, mais c'est un éléphant rose, c'est tout. Voilà, mais c'est un super outil, tu vois, qui est pas encore utilisé et qui maintenant a été montré à tous. Oui, qui mérite d'être montré à tous, effectivement, et c'est un petit peu notre rôle. Alors, c'était pas mon avis que je te donnais personnel. Je pense que si tu peux suivre d'autres émissions, d'ailleurs on a invité Étienne Chouard, on a invité Thierry Casasnovas, on est dans cette optique de mettre en avant le positif plutôt que de décrier le négatif. T'as bien fait d'enlever en début d'émission, t'avais un badge « Je supporte Trump » et c'est vrai qu'on s'est dit que t'allais l'enlever, donc ça je te remercie. Non, moi je supporte personne, je suis apolitique. En revanche, on a beaucoup de QAnonistes qui nous suivent et ça peut leur hérisser les poils. Bon, c'était le cas avec Alexian. Juste, Rudy, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, poser ce jalon-là aussi, de ne pas faire d'amalgame entre les travaux, par exemple, en numérologie, qui vont nous permettre de décrypter un chemin de vie, ce qui n'est pas la même chose que la mission d'âme.
Visiblement, par rapport à ce que tu disais, les mais bâtisseurs avec une espèce tout à de fait. hiérarchie. Mais c'est une autant en question qu'on pourrait se numérologie. poser, hein, oui. Et c'est pas la même chose. Le Oui. chemin de vie et la mission, c'est pas la même. c'est pas Ouais. la même chose. Moi, j'ai un bouquin de Dan Millman qui s'appelle Les chemins de vie et qui utilise la numérologie. Tu vois, tu additionnes tes chiffres et du coup, tu as 2 nombres. Un qui va de 0 à 9 ou de 1 à 9. Et puis, tu as un nombre, tu as un chiffre et puis un nombre à 2 chiffres. Moi, j'ai utilisé ça pour enrichir ma mission de vie d'éveiller les consciences. Tu vois, et c'était hyper utile. Et après, voilà, on joue peut-être sur les mots. Moi, je suis pas un bibliothécaire de l'ésotérisme non plus, hein, je connais pas tout, mais moi, ça m'a été utile parce que quand je lisais ça, il me disait que dans ma mission de vie, je devais être face à des gens, face à une audience. Et à un moment, je me posais la question, j'aimais tellement les conférences que je me dis, est-ce que je suis pas en train de nourrir mon ego, que je veux qu'on applaudisse? Et non, je savais que je devais être face à des gens. Donc, quelque part, j'ai utilisé ça et ça m'a servi dans éveiller les consciences, qui est la mission de vie. Donc, pour moi, en gros, tant que ça te permet d'être plus heureux et d'être nourri et d'avancer dans ta vie vers ce qui te paraît être juste, alors c'est utile, quoi. À la découverte des familles d'âmes, comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et le petit dernier, ma famille d'âmes pour guide, passeur, visionnaire, artisan de la paix, bâtisseur ou sage, devenez qui vous êtes vraiment. Merci Bruno. On rappelle que ta formation est disponible. On a un code de réduction, donc c'est visionnaire. Vous aurez accès à 30% de réduction immédiate sur la formation et le jeu concours. On vous laisse le lien dans le commentaire épinglé sur la vidéo YouTube. Si vous êtes sur les podcasts, laissez 5 étoiles déjà dans un premier temps. Cliquez sur le site, rejoignez-nous sur YouTube pour laisser votre mail dans le formulaire pour éventuellement gagner un des 20 ouvrages Ma famille d'âmes pour guide qu'on vous offrira. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. On se dit à très bientôt parce que ce sera un sujet qu'on réabordera. Dans tous les cas, je ne sais pas si tu le sais, nous on a une plateforme de référencement pour les thérapeutes et je pense qu'un bon nombre d'entre eux se retrouveront dans tes propos et t'offreront leur carquois, rajouteront une flèche à leur arc en éventuellement en se procurant ta formation ou tout au moins en s'enrichissant avec ce qu'on a pu évoquer lors de cette émission. Moi, je voulais vous remercier tous les deux pour ce que vous faites parce que j'avais regardé déjà des vidéos de ce que vous faites et je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail de préparation et du professionnalisme de ce que vous faites. Et je trouve que d'amener des sujets spirituels de façon ancrée, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. Donc, vraiment, ça, vous faites partie, moi, des histoires que je raconte qui m'aident à croire dans un monde meilleur sans nier ce qui se passe. Donc, vraiment, voilà, je vous rends hommage, bravo à vous, quoi. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. www.amdessine.com, vous connaissez l'adresse au-delà.net. On continue à prendre les préinscriptions pour les vendeurs. Ça sera bientôt sur les rails. On passera de la version alpha à la version bêta, puis à la version définitive. Mais vous savez que c'est un gros boulot, un gros chantier. On vous dit à très bientôt. C'est bientôt la fin de la saison 3, mais d'ici là, il y a encore des surprises qui arriveront. Ciao, ciao.